Cette femme, pour sauver le monde, s'est scellée dans la glace pendant 100 ans car elle portait l'enfant du légendaire héros, le roi Kyle, celui-là même qui avait jadis vaincu le roi démon. Cependant, craignant que le roi démon ne puisse un jour revenir, ils décidèrent de préserver l'enfant du héros, une mesure préventive pour le jour où le roi Kyle viendrait à disparaître. Peu de temps après, ce jeune garçon grandit. Son nom était Kazal, un chevalier en formation, empli de passion et de détermination pour protéger chacun. Pour y parvenir, il lui fallait de la force. Il s'entraînait quotidiennement avec Klaus, un chevalier aguerri. Bien que Kazal perdît toujours, Klaus lui prodiguait constamment de précieux conseils au combat. Après l'entraînement, tous deux patrouillaient la ville ensemble pour vérifier si quelque chose d'inhabituel se produisait. C'était généralement assez ennuyeux, alors Klaus se plaignait souvent. C'est alors qu'un elfe noir passa près d'eux. La présence d'un elfe noir en ville était plutôt rare. Outre Kazal et Klaus, les citadins le regardaient aussi avec méfiance. Alors que les trois se croisaient, les citoyens, craignant que l'elfe ne leur porte malheur, exigèrent à ce que Kazal et Klaus s'en occupent immédiatement. Cependant, comme ils n'avaient rien fait de mal, ils n'avaient aucune raison d'agir. Voyant que les citadins s'agitaient, Klaus calma rapidement la situation. Il se sépara ensuite de Kazal pour patrouiller seul, tandis que Kazal, durant sa patrouille, rencontra Frey, une prêtresse qui était aussi son amie. Tous deux s'assirent, se remémorant le bon vieux temps où avec Klaus, ils étaient encore à l'orphelinat, attrapant des insectes jusqu'au coucher du soleil et se faisant gronder par les prêtres. Frey se souvint que, tandis qu'elle et Klaus pleurèrent de peur, Kazal avait pu s'endormir là, épuisé, ce qui avait étonné Klaus par son sang-froid. Frey encouragea Kazal qui se sentait encore incertain de n'être qu'un chevalier en formation. Elle pensait qu'il achèverait bientôt son apprentissage. Cependant, Kazal lui confia un incident récent en ville, qu'il n'avait pas pu empêcher l'elfe noir. Pendant ce temps, à l'intérieur du château royal, le roi reçut une nouvelle alarmante. Des démons étaient apparus dans la forêt royale. Le rapport le préoccupa grandement et il ordonna aussitôt à une équipe de reconnaissance d'enquêter. Craignant que la tragédie d'il y a 100 ans ne se reproduise à peu près au même moment, un homme nommé Lord Moriam amena quelqu'un avec lui au château, ce même elfe noir qui était apparu plus tôt en ville. Sa présence à l'intérieur du château provoqua étonnement et suspicion, mais Lord Moriam se porta garant pour lui. Plus tard, lors d'une réunion d'urgence, les conseillers du roi débattirent avec ferveur de l'ampleur de la force de reconnaissance à envoyer. Certains insistaient sur une grande armée pour assurer la sécurité, tandis que d'autres craignaient des pertes inutiles. À ce moment-là, Lord Moriam entra avec l'elfe noir et le présenta comme Raït, chef de Black Edge, une célèbre bande de mercenaires aguerris. Moriam proposa d'utiliser Black Edge pour la mission de reconnaissance, louant la force de Raït capable de vaincre 100 hommes seuls. Cependant, la proposition fut immédiatement accueillie par une vive opposition d'autres fonctionnaires, qui nourrissaient une haine profonde envers les elfes noirs et refusaient de leur confier une tâche si importante. Moriam contrecarra habilement leurs arguments, se moquant de ceux qui ne se souciaient que de leurs propres intérêts politiques et financiers. Face à une forte opposition, Moriam sembla céder et s'excusa pour sa suggestion soudaine. Mais en vérité, ses intentions avaient déjà pris racine. Plus tard, dans une taverne, Klaus informa Kazal que lui, ainsi que Gran et Flag, rejoindraient l'équipe de reconnaissance en direction de la forêt royale. Il dit à Kazal de continuer à s'entraîner assidûment pendant son absence. Kazal se sentit triste et anxieux, mais Klaus l'encouragea, lui rappelant que c'était le devoir des chevaliers de protéger la paix. Pourtant, personne ne savait que le groupe Black Edge de Raït s'était secrètement rassemblé dans un lieu caché, complotant un plan bien plus grand, un plan pour se venger de Norvilea après 100 ans d'oppression. Ils avaient l'intention de s'emparer de tout le royaume, et la mission d'enquête sur les démons n'était que la première étape de leur grand projet. Ils feraient semblant d'être inoffensifs jusqu'à ce que le moment soit venu de tout renverser. De nombreux jours passèrent, pourtant l'équipe de reconnaissance de Klaus n'était toujours pas revenue, suscitant une inquiétude croissante chez tous. Pendant ce temps, dans la forêt royale, l'équipe de Klaus ne trouva initialement aucune trace de démons, ce qui les amena à douter de l'exactitude du rapport. Cependant, au moment où ils baissèrent leur garde, une horde massive de démons les embusqua soudainement. Une bataille intense éclata, Flag fut blessé, et peu après, Gran fut également gravement touché. Klaus ordonna à Gran, le seul encore capable de bouger, de retourner immédiatement au château et de rapporter leur découverte. Tandis qu'il restait en arrière pour retenir les démons, il se sacrifia pour s'assurer que l'information vitale puisse atteindre le roi. Dans la capitale, la nouvelle que l'équipe de reconnaissance était revenue avec un seul survivant provoqua une onde de choc à travers la cour. Le survivant était Gran, gravement blessé, qui parvint à peine à rapporter qu'ils avaient rencontré des démons en nombre inconnu avant de s'effondrer.
La panique se répandit au conseil royal alors qu'il débattait de l'envoi de renforts. À ce moment-là, Lord Moriam proposa une fois de plus d'utiliser Black Edge. Il argua qu'envoyer plus de soldats ne mènerait qu'à davantage de morts inutiles. Et dans une situation si désastreuse, il ne pouvait se permettre de perdre du temps en discrimination raciale. Face à une menace imminente, l'opposition perdit progressivement du terrain. Quand Khazal apprit que seul Gran était revenu, il fut submergé de chagrin, comprenant que cela signifiait probablement que Klaus et Flag avaient péri. Frey le trouva noyé dans le chagrin et Khazal décida qu'il devait se rendre dans la forêt royale pour retrouver Klaus. Bien qu'il ne fût qu'un chevalier en formation et sachant à quel point un tel voyage serait dangereux, il cria qu'il ne voulait plus jamais perdre personne qu'il aimait. Voyant qu'elle ne pouvait l'arrêter, Frey déclara fermement qu'elle l'accompagnerait, insistant sur le fait que les compétences d'une prêtresse seraient utiles, et que Klaus lui avait demandé de veiller sur lui. Rien ne put la dissuader, et ainsi Khazal et Frey quittèrent Torvelia ensemble, entamant leur voyage vers la forêt royale. Ils s'aventurèrent profondément dans les bois sombres et arrivèrent bientôt sur le site où l'équipe de Klaus avait combattu. Seuls les corps des chevaliers restaient, y compris Flag, gisant éparpillés sur le sol. Le cœur de Khazal s'arrêta presque quand il vit le bouclier familier de Klaus planté dans la terre à côté d'un autre cadavre. Mais quand il retourna le corps, il réalisa que ce n'était pas Klaus, laissant une faible lueur d'espoir. Submergé par le désespoir, Khazal s'enfuit aveuglément seul à la recherche de Klaus, ignorant les appels frénétiques de Frey. Quelques instants plus tard, les deux furent encerclés par une horde de démons. Khazal chargea au combat, mais la force d'un chevalier en formation n'était rien comparée à la férocité des démons. Au moment le plus critique, une mystérieuse démone apparut. Elle écarta Khazal sans effort, semblant jouer avec lui, avant de remarquer cryptiquement qu'il ressemblait à quelqu'un qu'elle avait jadis connu. Khazal et Frey étaient complètement dépassés, mais alors que la mort approchait, un groupe de mercenaires apparut soudainement. C'était nul autre que Black Edge, mené par l'elfe noir Raïd. Ils anéantirent rapidement et facilement tous les démons, forçant la mystérieuse démone à battre en retraite temporairement. Après avoir été secourus, Khazal et Frey se présentèrent et exprimèrent leur gratitude. Mais Raïd répondit froidement qu'il n'avait pas eu l'intention de les sauver. Il ne faisait qu'exécuter une mission de chasse aux démons commanditée par Orvelia. Lorsque Khazal interrogea sur les membres de l'équipe de reconnaissance, l'un des membres de Black Edge déclara sans détour qu'ils étaient tous morts, ce que Khazal refusa d'accepter. Les mercenaires partirent bientôt, laissant Khazal et Frey sous le choc et dans le désespoir. Tourmenté par la culpabilité et l'impuissance, Khazal se reprocha d'être trop faible pour protéger qui que ce soit. Frey resta à ses côtés, utilisant la magie de guérison pour soigner ses blessures mineures. C'est alors que deux étrangers apparurent, une jeune fille joyeuse qui se présenta comme Cléo, une mage, et son compagnon Roy, son garde du corps. Cléo annonça joyeusement qu'ils avaient été envoyés par quelqu'un nommé Dominix pour trouver Khazal et Frey. Quand ils entendirent le nom de Dominix, Khazal et Frey réalisèrent que c'était le vieux sorcier qui les avait jadis visités à l'orphelinat. Cléo révéla que Dominix n'était autre que le grand sage et qu'il voulait qu'ils viennent à la tour des sages, un lieu où seuls les élus pouvaient entrer. Avec un sort magique, Cléo invoqua une grande tour flottant haut dans le ciel. Khazal et Frey furent étonnés par la vue magnifique et avec Cléo et Roy, ils entrèrent dans la tour, où ils rencontrèrent Dominix à nouveau. Il avait exactement la même apparence que la dernière fois qu'il l'avait vu. Dominix révéla sa véritable identité de grand sage et expliqua qu'il avait toujours veillé sur eux. Il les conduisit ensuite à une chambre où ils trouvèrent Klaus allongé sur un lit, gravement blessé mais heureusement toujours en vie. Dominix expliqua que Cléo et Roy avaient découvert une activité démoniaque et s'étaient précipités pour aider, mais ils avaient trouvé Klaus comme seul survivant. Quelque temps plus tard, Klaus se réveilla, grandement surpris de voir Khazal et Frey. Ils échangèrent des récits sur ce qui s'était passé, et Klaus confirma que Gran avait survécu et réussi à retourner au château pour faire son rapport. Khazal leur raconta ensuite sa rencontre avec une démone. Mais Klaus insista sur le fait que son équipe n'avait combattu que des démons squelettes, prouvant que la démone venait d'une faction différente. Plus tard, pendant que Klaus se reposait, Cléo et Frey eurent une conversation privée. Cléo partagea qu'elle aussi était une orpheline élevée par Dominix, et grâce à cela, les deux se lièrent rapidement d'amitié. Ensuite, Frey trouva Khazal assis seul et l'approcha. Il était plongé dans ses pensées. Khazal commença à raconter la tragédie de sa vie, comment sa mère s'était sacrifiée pour le protéger d'une attaque de démons il y a longtemps. Ce souvenir le hantait et le poussait à devenir plus fort afin de pouvoir protéger ceux qu'il aimait. Pourtant, la dure réalité lui avait fait réaliser à quel point il était encore impuissant. Pendant ce temps, à Orvelia, Black Edge était revenu et se tenait devant la cour royale, apportant avec eux la tête coupée d'un démon comme preuve, semant la peur parmi les nobles.
Lord Elmoriam saisit l'occasion d'élever son statut, arguant que pour lutter contre les démons, toutes les races devaient s'unir, tout comme le grand roi Kyle l'avait fait 100 ans auparavant. Cependant, lors d'une réunion privée plus tard, la vraie nature de Moriam fut révélée. Lui et Raïd se moquèrent de la lâcheté du conseil royal d'Orvelia. Moriam confessa son ambition de renverser le chancelier actuel et de s'emparer du pouvoir pour lui-même, considérant Black Edge comme l'outil parfait pour mener à bien son plan. Il leur promit richesse et statut une fois le plan réussi. De retour à la Tour des Sages, bien que toujours blessé, Klaus exprima sa détermination à retourner à Orvelia dès que possible pour continuer à se battre et venger ses camarades tombés. Voyant la situation devenir de plus en plus compliquée, Dominix convoqua Khazal et Frey pour une conversation importante. Il révéla que c'était lui qui avait demandé à la mère de Khazal de garder le secret sur l'identité de son père. Puis il dévoila une vérité choquante. Khazal était le fils du roi Kyle, le héros qui avait combattu le seigneur des ténèbres Angmon il y a 100 ans. Par conséquent, Khazal était le seul à pouvoir hériter de l'épée sacrée Ea. Khazal réagit violemment, refusant de croire une affirmation aussi absurde, insistant sur le fait que le roi Kyle avait vécu il y a un siècle et que sa mère était décédée depuis longtemps. Mais Dominix le rassura calmement et promit de tout expliquer. À l'intérieur de la Tour des Sages, Dominix commença à raconter les événements qui s'étaient produits durant la vie du roi Kyle. Pendant ce temps, ailleurs, le groupe de mercenaires Black Edge se reposait. Un membre Tam rapporta de la nourriture et mentionna que le simple fait d'entendre le nom de Lord Moriam avait complètement changé l'attitude du commerçant. Leur conversation se tourna ensuite vers le passé, 100 ans auparavant, lorsque les elfes noirs comme eux pouvaient encore vivre librement en ville. Avant qu'une femme nommée Ilia n'apparaisse et ne change tout, à tel point que la simple mention de son nom suffisait à rendre Raïd furieux, il dut admettre que la vérité était qu'Ilia était la cause sous-jacente de l'oppression qu'ils avaient subie. Revenons à la narration de Dominix. Il avait ramené Khazal et les autres 100 ans en arrière, à l'époque où le roi Kyle était encore un jeune prince, énergique et curieux, qui se faufilait souvent dans les villes pour découvrir la vie des gens. Malgré les inquiétudes et les avertissements de sa demi-sœur Ilia, Kyle croyait qu'un roi devait comprendre ce que son peuple ressent, ce qu'il mange et ce qui le rend heureux, car une nation sans son peuple ne peut exister. Son idéal était de devenir un roi capable de protéger et d'apporter le bonheur à tous. Bien qu'Ilia s'inquiétât pour son frère, elle fut profondément émue par ses nobles idéaux et promit qu'un jour, lorsqu'il monterait sur le trône, elle utiliserait ses connaissances en technologie magique pour le soutenir. Kyle partagea également ses rêves et ses ambitions avec Arlette, qui deviendrait plus tard la mère de Khazal, une vérité qui étonna Frey et Cléo, qui écoutaient secrètement. Mais leur histoire d'amour ne dura pas longtemps, car le roi et les nobles les séparèrent de force, considérant Arlette comme un obstacle au mariage politique déjà arrangé pour l'héritier du trône. Pourtant, la tragédie ne s'arrêta pas là lorsque des démons commencèrent à apparaître, envahissant le monde et dévastant villages et villes. Pendant ce temps, le roi Nidion Ier, père de Kyle, décéda soudainement, forçant Kyle à assumer la lourde responsabilité de monter sur le trône. Dès qu'il devint roi, Kyle rassembla l'armée d'Orvelia et rencontra Lorraine des elfes et Eotola des orques pour former une alliance contre les démons. Grâce à sa sagesse et à son courage, le roi Kyle gagna la confiance et le soutien de tous. Cependant, les forces démoniaques étaient vastes. Lors d'une bataille, le roi Kyle fut blessé et trouva Arlette dans un abri où il fut fou de joie d'apprendre qu'elle portait son enfant, un fils qu'il nommerait Khazal. L'enfant à naître donna au roi Kyle une force et une détermination renouvelées pour protéger le monde. Comme pour répondre à son souhait, la déesse de la lumière Lua apparut et accorda au roi Kyle l'épée sacrée Ea, la seule arme capable de détruire le seigneur des ténèbres Angmond, ainsi qu'une prophétie. Quand un anneau rouge encerclerait la lune, le seigneur des ténèbres apparaîtrait. Pendant que le roi Kyle rassemblait ses forces, Ilia se consacra à la recherche en technologie magique, espérant aider son frère, un acte qui serait plus tard déformé par l'histoire comme une tentative de forger une fausse épée sacrée, un acte de blasphème contre la déesse Lua. Dominix expliqua que le jour fatidique, il y a 100 ans, lorsque le soleil nocturne s'aligna avec la lune pour former l'anneau rouge, un sorcier nommé Malduc utilisa une magie interdite pour ouvrir une faille spatiale, invoquant le seigneur des ténèbres Angmond. L'épée sacrée Ea en main, le roi Kyle et ses alliés partirent affronter Angmund. Pendant ce temps, Ilia avait achevé ses recherches et se précipita après le roi Kyle, mais elle fut tuée par des démons en chemin et ne revit jamais son frère. La bataille finale fut d'une férocité inimaginable, et après, le roi Kyle et Angmund disparurent tous deux, ne laissant derrière eux que l'épée sacrée Ea. Suite à cela, l'activité démoniaque commença à décliner et la paix revint.
Pourtant, personne ne savait où le roi Kyle était allé et Malduc s'était échappé. La tragédie continua lorsqu'Ilia fut jugé à titre posthume et reconnu coupable de blasphème contre la déesse, menant à la persécution de tous les elfes noirs d'Orvelia, y compris toute sa famille. L'injustice et la souffrance alimentèrent la haine de personnes comme Raïd, qui croyaient que si le passé ne pouvait être changé, la dette de sang due par Orvelia devait un jour être remboursée. Après avoir entendu toute l'histoire, Khazal interrogea sur le sort de sa mère au cours des 100 dernières années. Dominix révéla que, parce qu'il croyait que seuls ceux de la lignée de Kyle pouvaient manier l'épée sacrée, et craignant que Malduc ne tente de réinvoquer Angmund après 100 ans, ils avaient décidé de plonger Arlette, alors enceinte de Khazal, dans un sommeil magique. Près d'un siècle plus tard, Arlette se réveilla et donna naissance à Khazal. Mais peu après, leur village fut attaqué par des démons et elle perdit la vie. Ce fut Dominix lui-même qui emmena Khazal dans un orphelinat et veilla secrètement sur lui tout ce temps. Maintenant, alors que le soleil nocturne était sur le point de s'aligner à nouveau avec la lune et que l'activité démoniaque croissante signalait le retour du Seigneur des Ténèbres, Khazal, bien qu'encore incertain de sa propre identité, résolut qu'il voulait le pouvoir. Il voulait l'épée sacrée pour pouvoir protéger tout le monde. Ainsi, il demanda à Dominix comment l'obtenir et Dominix lui dit que la première étape était de briser le sceau en se rendant dans la forêt d'Elidora pour rencontrer Lorraine, la grande sage des elfes et l'une des anciennes compagnes du roi Kyle. Puisque Dominix ne pouvait quitter la tour des sages, il envoya Cléo et Roy qui avaient entendu toute l'histoire pour accompagner et soutenir Khazal et Frey. Cléo était folle de joie, ravie de quitter enfin ce qu'elle considérait comme une tour ennuyeuse. Khazal alla ensuite dire au revoir à Klaus qui, après avoir entendu toute l'histoire, fut profondément choqué mais soutint la décision de son ami. Il promit de protéger Orvelia pendant leur absence. Finalement, avec la détermination de découvrir la vérité par lui-même et d'acquérir le pouvoir de protéger ceux qu'il aimait, Khazal partit avec Frey, Cléo et Roy, entamant leur voyage vers la forêt d'Elidora. Peu de temps après, ils arrivèrent à la forêt où Cléo ne put cacher sa déception, s'étant attendue à visiter un endroit plus excitant. Elle exprima aussi sans détour son scepticisme quant à la lignée royale de Khazal, trouvant difficile de croire qu'un garçon ordinaire comme lui puisse être le fils du légendaire roi héros. Cependant, Frey croyait qu'ils étaient guidés par la déesse Lua. Alors que leur conversation se poursuivait, une horde de démons apparut soudainement. Roy les vainquit rapidement et habilement, mais une autre vague attaqua immédiatement. Alors que la situation devenait critique, une elfe apparut et anéantit sans effort tous les démons d'une seule flèche. Khazal et les autres s'approchèrent pour la remercier et l'elfe se présenta comme Sélène, envoyée par sa maîtresse, la grande sage Lorraine, pour guider Khazal. Elle leur dit que sa maîtresse les attendait, bien qu'elle clarifia froidement que ses ordres étaient de guider Khazal seul. Cela agaçait Cléo, mais ils décidèrent de suivre malgré tout. En entrant dans la forêt, le groupe sentit immédiatement une atmosphère hostile. Les voix cachées des elfes chuchotèrent tout autour d'eux, appelant les humains des êtres souillés et exigeant qu'ils partent immédiatement. Cléo se mit en colère et voulut les affronter, mais Khazal l'arrêta, disant qu'en tant qu'étranger, il ne devait pas causer de problème. Il devait seulement atteindre Maître Lorraine rapidement. Cependant, alors qu'ils marchaient, Sélène disparut soudainement et ils réalisèrent bientôt qu'ils s'étaient égarés dans une impasse. C'est alors que Roy se souvint d'un autre nom pour la forêt d'Elidora, la forêt perdue, où les elfes et les tréants, les anciens hommes arbres, trompés et égarèrent souvent les intrus pour leur faire perdre leur chemin. Pendant ce temps, Sélène se retrouva entourée de tréants qui semblaient la protéger. Sélène expliqua qu'elle comprenait leur méfiance envers les humains, elle-même partageait ce sentiment, mais c'était le souhait de sa maîtresse, Lorraine. Face à la ferme résistance des tréants, Frey les supplia doucement de laisser passer le groupe. À ce moment-là, un adorable jeune tréant apparut soudainement et leur fit signe de le suivre. Tout le monde fut surpris, mais ils n'eurent d'autre choix que de suivre. Ils retrouvèrent bientôt Sélène qui expliqua que le jeune tréant s'appelait Nesha et avertit tout le monde de ne pas lui faire de mal. La nuit étant tombée, le groupe décida de monter le camp et de se reposer pour la nuit. Khazal surprit tout le monde en mangeant tranquillement un champignon qui semblait extrêmement vénéneux, pour ensuite commenter qu'il était délicieux. Une amitié particulière commença alors à éclore entre Khazal et Nesha, que Cléo surnomma Shibai, alors qu'ils jouaient ensemble. Khazal enseigna à Shibai comment tenir une branche comme une épée. Et tandis que Séligny observait, elle ne put s'empêcher d'admettre que Nesha voyait peut-être en Khazil ce qu'elle-même ne pouvait. Elle commença à se demander si les humains étaient vraiment aussi malfaisants qu'elle l'avait toujours cru. Pendant ce temps, Frey, Cléo et Roy discutèrent de Khazil et de l'épée sacrée. Ils débattirent de la différence entre être choisi par le destin, comme le roi Kyle, et acquérir le pouvoir par son propre effort.
Ils spéculèrent aussi sur le véritable pouvoir de l'épée sacrée et le retour du seigneur des ténèbres Angmund. Cléo fit remarquer que l'épée sacrée et Angmund n'étaient apparus qu'une seule fois dans l'histoire. Tandis que Roy suggérait que les héros d'il y a 100 ans avaient peut-être réussi à arrêter le Seigneur des Ténèbres avant qu'il ne puisse entrer pleinement dans leur monde et que leur mission était donc d'obtenir l'épée au plus vite pour se préparer au pire. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, un bruit assourdissant les réveilla. Ils découvrirent qu'un énorme tréate avait été possédé par un vil démon et se déchaînait violemment. Salini réalisa qu'un démon proche avait souillé et corrompu le Trite, le transformant en marionnette. Au milieu du chaos, le démon s'empara de Chibai. Cléo ne put utiliser sa magie de feu, craignant de blesser le petit Trite, laissant le groupe impuissant. Alors que Chibai allait être écrasé, Castle tenta de le sauver mais fut lui-même pris par des lianes épineuses. Alors que le monstre s'apprêtait à dévorer Kazol, celui-ci lança son arme sur le démon, le sauvant, mais enragé, la créature tua Shibai juste sous les yeux de Keizal. Témoin de cela, Keizal craqua. Il s'élança et détruisit le démon, mais il ne s'arrêta pas là, submergé par la rage. Il continua de poignarder le cadavre sans vie à plusieurs reprises. Sa fureur le consumait malgré Frey et Salini qui lui hurlaient d'arrêter. Finalement, il s'effondra d'épuisement. Alors, la voix de Maître Lorraine résonna autour d'eux. Elle avait tout vu et posa une question à Salini. Kazal, avec un tel pouvoir de colère, méritait-il vraiment d'hériter de l'épée sacrée ? La grande sage Lorraine apparut, remerciant Kazal et ses compagnons au nom de la forêt d'avoir purifié Elidora de la corruption démoniaque. Elle réconforta ensuite Kazal, expliquant le cycle de la vie et que Nesho renaîtrait bientôt dans une nouvelle existence. Kazal exprima son désir de briser le sceau de l'épée sacrée Ia, mais Lorraine hésita. Elle expliqua qu'une fois le sceau levé, l'immense pouvoir de l'épée commencerait à affluer vers son porteur, et elle n'était pas sûre qu'il soit vraiment digne d'un tel pouvoir, qui pourrait détruire corps et âme s'il était mal utilisé. Pourtant Kazal, poussé par le chagrin et sa détermination à protéger ses proches, implora sincèrement ce pouvoir, insouciant du risque pour lui-même. Lorraine cependant leur dit de se reposer pour la nuit et qu'il continuerait le lendemain. Arrivé au lieu de repos, Frey demanda la permission d'enterrer Nesha à un endroit que le petit Trite avait aimé. Cellini les mena à une clairière où ils firent tous leurs adieux à leur petit ami et offrirent leurs derniers mots. Plus tard, lors d'une conversation privée avec Cellini, Lorraine lui demanda son avis sur Kazal, s'il était digne de l'épée sacrée. Cellini hésita, disant qu'elle ne pouvait pas encore répondre car elle ne le connaissait que depuis peu de temps, puis partit. Dehors cependant, Salini ne pouvait s'empêcher de se demander si Kazal était vraiment digne. À ce moment-là, Salini vit Kazal se blâmer encore pour sa propre faiblesse, pour avoir laissé la colère le consumer, pour avoir vaincu le démon par pur hasard, et pour manier un pouvoir qu'il ne pouvait contrôler, un pouvoir qu'il n'avait jamais désiré. Alors, un miracle se produisit. De l'endroit où ils avaient enterré Nesha, une petite pousse commença à émerger. C'était la renaissance de Nesha, un signe que la vie continue et apporte l'espoir. Cela renouvela la force de Cassel et renforça sa détermination à devenir plus fort. Le lendemain, Salini donna sa réponse à Lorraine. Bien qu'elle ait d'abord hésité et lutté contre ses préjugés envers les humains, elle admit finalement qu'elle avait vu quelque chose de différent en Cassel. Il n'était pas comme les humains égoïstes et cruels qu'elle avait connus, bien qu'elle s'inquiétât encore de la colère qui l'avait envahi lorsqu'il avait perdu Nesha. Elle croyait que Keizal avait réalisé qu'une telle rage n'était pas la véritable force qu'il cherchait. Par conséquent, elle conclut que Kazal était digne de l'épée sacrée, et elle était certaine que Nesha aurait été d'accord avec elle. Avec le soutien de Cellini et la foi de tous en lui, Kazal se tint une fois de plus devant Lorraine. Cléo déclara avec confiance que si quelque chose tournait mal, sa magie s'occuperait de Kazil. Et quand Lorraine vit leur unité, elle réalisa que Kazil avait de merveilleux amis, tout comme le roi Kyle autrefois, des compagnons qui se tenaient à ses côtés contre le Seigneur des Ténèbres. Elle expliqua aussi à Selene que les différences de race n'étaient pas des barrières quand ils partageaient le même objectif. Puis, avec l'accord de tous, Lorraine commença le rituel. Elle leva une partie du sceau de l'épée sacrée, et Cassil, le véritable héritier, sentit une vague de pouvoir affluer dans son corps. Bien qu'il n'y ait pas eu de changement visible immédiat, Lorraine expliqua qu'il sentirait bientôt la force en lui. Elle révéla aussi que deux sceaux restaient, l'un détenu par Eotola, chef des orques sur le mont Ogria, et l'autre par Paval dans les montagnes enneigées de Windland. À peine le premier sceau brisé, les vers démoniaques se ranimèrent soudainement et attaquèrent de nouveau. Lorraine expliqua que certains démons pouvaient laisser derrière eux des graines, leur permettant de se régénérer.
Cette fois cependant, Kazal était complètement différent. Avec son pouvoir nouvellement éveillé, il combattit calmement et de manière décisive, détruisant finalement le démon complètement, vengeant la mort de Shibei. Avant leur départ, Lorraine les bénit, disant qu'elle croyait que Kazol obtiendrait le soutien de nombreux alliés et que leur lien le mènerait au succès. Célini admit qu'elle faisait désormais confiance à Kazol et à ses compagnons. Ensemble, le groupe fit ses adieux à la forêt d'Elidora et à leur petit ami Shibai. Pendant ce temps, dans la capitale royale, Lord Moriam poursuivait ses machinations. Exploitant la lâcheté de la cour royale, il poussa l'unité Black Edge au front, visant à la fois à assurer des succès pour Rohit et à affaiblir les forces des chevaliers, tout cela servant son ambition de s'emparer du pouvoir. Après avoir quitté la forêt, le groupe de Kazal se dirigea vers sa prochaine destination, le mont Ogria. Ils décidèrent de s'arrêter dans les villages et les villes en chemin pour se reposer et recueillir des informations. Pendant leur voyage, Cléo taquina Kazal disant que si les choses étaient différentes, il serait un prince. Mais Kazal insista qu'il voulait juste être lui-même, un Kazal ordinaire. Cependant, leur voyage fut de nouveau interrompu lorsque la mystérieuse femme démon d'avant apparut. Cette fois, elle vint seule, sans démon, sa seule intention étant de s'amuser un peu. Une bataille éclata, et lorsque Kazal attaqua, elle sentit le pouvoir de l'épée sacrée émaner de lui. Dans un moment de fierté, Cléo laissa échapper que Kazal était le fils du roi Kyle. Une révélation qui surprit le démon mais ne l'effraya pas. Elle appela l'épée sacrée la malédiction de Lua et demanda à Kazal s'il souhaitait devenir la marionnette de la déesse avant de disparaître, laissant Kazal perplexe. Dans les jours qui suivirent, le groupe de Kazal continua son voyage vers le mont Obria, arrivant finalement dans une ville animée. Cléo ne put cacher son excitation et planifia aussitôt une visite touristique et une dégustation, arguant que tous étaient fatigués et avaient besoin d'une pause. Elle persuada habilement le groupe de passer toute la journée en ville et de louer une auberge confortable au lieu de continuer à camper dehors. Et ainsi le groupe s'immergea rapidement dans l'atmosphère animée de la ville. Cependant, leur joie fut de courte durée quand Cléo dépensa tout l'argent, les mettant dans une situation difficile. Ils faisèrent face à la perspective de dormir dehors. Ne voulant pas cela, Cléo suggéra de trouver un travail pour gagner de l'argent. Et l'idée fut rapidement accueillie par tous. Ils trouvèrent un restaurant prêt à les payer et à leur offrir une chambre d'appoint. Le groupe se mit rapidement au travail, chacun assumant un rôle. Frey servait les clients. Cléo et Roy aidèrent en cuisine tandis que Kazal restait troublé par les paroles de la démone. Il ne pouvait comprendre pourquoi l'épée sacrée, l'arme que le roi Kyle avait utilisée pour protéger tout le monde, pouvait être appelée une malédiction. Pendant ce temps, en cuisine, Cléo, encouragée par les flatteries des autres, réalisa un peu de magie pour les divertir. Mais malheureusement, une étincelle s'échappa et provoqua un petit incendie. Bien que le feu ait été rapidement éteint, Cléo fut profondément bouleversée et rongée par la culpabilité. Cette nuit-là, Roy révéla que ce n'était pas la première fois que Cléo causait des problèmes. Elle avait déjà fait exploser un bâtiment entier dans la tour des sages. Roy expliqua que Cléo était un génie mais inexpérimenté et que Dominix croyait qu'elle devait trouver sa propre voie pour utiliser son potentiel. Entendant l'histoire, Frey resta aux côtés de Cléo pour la réconforter alors qu'elle luttait contre la culpabilité. Cléo dit qu'elle ne se souvenait pas du visage de sa mère car sa mère était morte quand elle était très jeune. Le seul souvenir qu'il lui restait étaient les mots de sa mère. Plus le pouvoir est grand, plus la tristesse est grande. Frey l'encouragea doucement, disant que la magie était le lien qui la reliait à sa mère et qu'elle comprendrait le sens de ses mots en grandissant. Le lendemain matin, Frey découvrit que Roy avait disparu, ne laissant qu'une note disant qu'il était parti gagner de l'argent. Au même moment, Cléo trouva un emploi dans un restaurant en périphérie de la ville, la taverne de Madame Volt. Le groupe décida de s'y rendre, où ils trouvèrent un vieux restaurant délabré, situé dans une zone désolée parsemée de gros rochers. Madame Valf, une femme âgée et quelque peu irritable, leur assigna immédiatement une montagne de tâches. Avec sa personnalité têtue, Cléo eut une vive dispute avec Madame Valf, mais n'eut finalement d'autre choix que de suivre ses ordres. Après une dure journée de travail, Madame Valf leur offrit un repas copieux et délicieux, expliquant que son restaurant avait rarement des clients. Quand Cléo proposa d'aider avec la magie du feu, Madame Wolf l'arrêta et leur dit que la Terre avait été une ville prospère, incendiée il y a 30 ans durant la guerre. Sa famille avait aussi péri dans les flammes et les rochers qu'il voyait étaient des tombes improvisées. Elle avertit Cléo qu'elle connaissait bien le pouvoir terrifiant du feu et dit qu'un mage avait tenté de les protéger mais avait causé une tragédie encore plus grande.
Les mots de Madame Wulf firent réaliser à Cléo le sens profond du conseil de sa mère. Même une petite erreur pouvait entraîner des conséquences catastrophiques. Soudain, une horde de démons attaqua le restaurant et le groupe se lança vite au combat pour protéger Madame Wolf. Cependant, Cléo, hantée par l'histoire de la vieille femme, ne put se résoudre à utiliser sa magie de feu. Mais Madame Wolf lui cria, disant que le présent importait plus que le passé et qu'elle devait vivre pour protéger ses amis. Ces mots réveillèrent Cléo. Elle réalisa que sa magie existait pour protéger ceux qu'elle aimait. Avec une force retrouvée, elle déchaîna une énorme boule de feu qui réduisit en cendres toute la horde de démons. Après la bataille, Roy réapparut inopinément avec un grand sac d'argent, rendant Cléo à la fois soulagée et furieuse. Après cette expérience douloureuse mais significative, Cléo semblait avoir mûri. Elle comprit enfin que pour protéger tout le monde, elle ne pouvait se permettre d'affronter les choses à moitié. Dans la capitale royale d'Orvelia, le groupe de mercenaires Black Edge, dirigé par Rohit et soutenu par Lord Moriam, menait à bien son plan de vengeance. Ils avaient réussi à bâtir leur réputation en exterminant des démons et se rapprochèrent de leur objectif ultime, prendre le contrôle du royaume. Pendant ce temps, au château royal, la princesse Scarlett, commandante des chevaliers, et le chancelier Bael écoutaient une prophétie troublante de l'astrologue Ophélia. Ophélia avertit que le jour de Lee, déesse des ténèbres, approchait. Et ce jour-là, quand le soleil nocturne s'alignerait avec la lune, le seigneur des ténèbres Angmund reviendrait pour répandre la terreur à travers le monde. Cette nouvelle accrut leur anxiété car Orvelia n'avait plus l'épée sacrée Ea. Le roi Kyle était parti depuis longtemps et le roi actuel était gravement malade. Pourtant, la princesse Scarlett déclara que les chevaliers d'Orvelia se battraient pour protéger le royaume. Peu après, Bael organisa une rencontre entre Rohit et la princesse Scarlett. Elle exprima sa reconnaissance pour les réalisations de Black Edge et leur fit une offre, les invitant à rejoindre les rangs des chevaliers et à coopérer aux prochaines campagnes. Bien que Rohit complotât dans son cœur, il accepta rapidement l'offre. Cela fit la joie des membres de Black Edge qui y virent une grande avancée. Cependant, Rohit brisa leur enthousiasme, leur rappelant que leur objectif ultime n'était pas un titre creux, mais le renversement d'Orvelia, et que rejoindre les chevaliers était une occasion en or d'infiltrer et de détruire l'ennemi de l'intérieur. Lors de la réunion des chevaliers le lendemain, la princesse Scarlett présenta Rohit comme un nouvel allié, décision qui suscita une vive opposition de Zero, qui méprisait les elfes noirs et évoqua les crimes d'Ilia. Cependant, la princesse Scarlett défendit fermement sa décision, affirmant que les péchés d'Ilia n'avaient rien à voir avec Black Edge, et que dans cette situation critique, ils avaient besoin de l'aide de tous. Avec arrogance, Zero insulta délibérément Rohit en le traitant de sale rat et lui jeta un sac de pièces. Rohit le lui rendit et avertit calmement Zero qu'au lieu de s'inquiéter des rats, il devrait se concentrer sur les démons, une réplique cinglante qui laissa Zero sans voix. Plus tard dans la réunion, Rohit souligna les failles du système de défense du royaume et proposa des stratégies plus efficaces, renforçant encore sa crédibilité aux yeux de la princesse Scarlett. Pourtant, l'hostilité de Zero ne s'arrêta pas aux mots. Il alla voir son père et d'autres nobles pour les convaincre de s'opposer à Black Edge. Sans succès, il refusa d'abandonner. Peu après, alors que Tam achetait des provisions, un marchand lui offrit du pain gratuitement en gratitude, mais le bref moment de joie fut brisé quand des voyous l'attaquèrent. Bien que fiévreux et blessé, Tam tenta de se retenir pour éviter un incident majeur. Heureusement, ses camarades arrivèrent à temps pour le sauver. En revenant et en soignant ses blessures, Rohit réalisa que les assaillants n'étaient pas aléatoires. Ils étaient liés à Zero. Avec l'aide de Lord Morohem, Rohit enquêta et trouva des preuves de l'implication de Zero. Il confronta Zero seul, se tenant devant son carrosse avec un regard meurtrier. Face à la fureur de Rohit, Zero fut contraint d'admettre sa culpabilité et ne fut épargné que lorsque son père, terrifié, implora la pitié. Rohit les avertit de ne plus jamais toucher à ses camarades. Après cet incident, la relation entre Black Edge et la cour royale devint de plus en plus compliquée. La princesse Scarlett s'excusa personnellement auprès de Rohit pour les actions de Zero, un acte qui surprit particulièrement les membres de Black Edge, notamment Tan. Mais Rohit leur rappela qu'ils ne pouvaient faire confiance à personne à Orvelia, car ces gens étaient responsables de la mort de leur famille. Les souvenirs douloureux du passé refirent surface, le jour où Rohit et sa jeune sœur Ripin avaient été témoins de la brutalité des Orvéliens. Ces souvenirs devinrent les flammes qui alimentèrent son vœu de vengeance. Pendant ce temps, dans une terre lointaine, Malduk, celui qui avait invoqué Ammon il y a 100 ans, et la mystérieuse démone Maria se préparaient au retour du Seigneur des Ténèbres. Il s'avère que le jour de Lee approchait
et la mission urgente de Maria était de trouver l'épée sacrée Ia avant que leur plan ne soit mis en œuvre. Au même moment, le groupe de Kazol traversait une région désolée, où une petite dispute éclata entre Cléo et Kazol, quand Cléo l'accusa de favoriser Frey. Cependant, la tension fut vite désamorcée par Roy et ils arrivèrent bientôt dans un petit village où ils rencontrèrent une jeune fille à l'expression triste. Le village était devenu un refuge pour les survivants d'une ville voisine attaquée par des démons. Le chef du village, Endel, expliqua leur situation difficile. Frey commença aussitôt à soigner les blessés, tandis que Kazol et les autres aidaient à reconstruire les maisons. Frey remarqua particulièrement Elise, la fille qu'ils avaient rencontrée, qui ne parlait ni ne souriait et restait perdue dans le silence. Frey réalisa que les blessures de la fille ne pouvaient être guéries par la seule magie. Par compassion, elle demanda au groupe de les laisser rester au village un jour de plus, une requête peut-être égoïste mais née de la gentillesse. Elle passa son temps à jouer avec les enfants, leur apprenant à faire des couronnes de fleurs et à dessiner, essayant de ramener un peu de bonheur à ceux dont les cœurs avaient été marqués par la guerre. Au début, Elise resta timide et distante, mais peu à peu, elle fut attirée par la chaleur de Frey. Un jour, en dessinant, Elise blessa accidentellement un autre enfant en tentant de protéger son propre dessin. Frey la soigna rapidement et remarqua le dessin qu'Elise avait désespérément défendu. C'était celui des fleurs que sa mère avait aimées. Alors, les souvenirs horribles revinrent en force. Elise commença à pleurer et confessa que sa mère avait été tuée par des démons. Ces mots brisés révélèrent la douleur profonde cachée dans son cœur. Pour aider Elise à surmonter son chagrin, Frey eut une idée. Ensemble, elles cueillirent ces fleurs et les utilisèrent pour faire un gâteau spécial. Le doux arôme emplit l'air, attirant tous, et quand ils le goûtèrent, les villageois furent ravis et surpris. Frey encouragea doucement Elise à faire un autre gâteau elle-même pour tous. Et pour la première fois depuis longtemps, un sourire éclatant fleurit sur le visage d'Elise. Témoin de ce changement, le chef du village invita Frey à rester, une proposition qui rendit tout le monde, surtout Cléo, mal à l'aise. Mais ils avaient confiance que Frey ne les abandonnerait jamais. Le jour du départ, Elise, terrifiée d'être séparée de Frey, la piégea dans un abri de stockage et verrouilla la porte, la suppliant de rester pour toujours. Quand Frey disparut, Kaysil et les autres commencèrent à la chercher. Kessel trouva Elise et, avec sa nature douce, la persuada de révéler où Frey était enfermé. À l'intérieur de l'abri, bien que piégé, Frey ne se mit pas en colère. Elle comprit que les actions d'Elise venèrent de la solitude et de la peur. À ce moment précis, un démon géant attaqua soudainement Kessel et Elise. Frey, piégé à l'intérieur, ne put que regarder impuissante Kessel se battre. Déterminée à les protéger, elle utilisa toute sa force pour briser le mur de bois et déchaîna sa magie juste à temps pour protéger Kazel d'un coup fatal. La bataille se termina lorsque Kazel vainquit finalement le démon. Elise, après avoir été sauvée, courut embrasser Frey, s'excusant en larmes pour ce qu'elle avait fait. Frey la pardonna doucement. Avant de partir, Frey promit à Elise qu'elle deviendrait forte et ferait des gâteaux encore plus délicieux, et qu'elle se reverrait un jour, une promesse qui remplit le cœur de la fille d'espoir et de joie. Alors qu'ils continuèrent leur voyage, Cléo et Roy reprirent leur pari sur les biscuits, et cette fois, Cléo dut admettre sa défaite. Poursuivant leur chemin, le groupe de Kaysal arriva dans une ville déserte, un lieu autrefois attaqué par des démons. Ils ressentirent aussitôt une atmosphère étrange et très dérangeante, et les soupçons de Roy furent confirmés lorsqu'un homme, qui semblait être un simple villageois, se transforma soudainement en mort-vivant et les attaqua sans pitié. Roy l'abattit rapidement, mais peu après, la ville entière sembla s'animer, des hordes de morts vivants surgissant de toutes parts. Le groupe n'eut d'autre choix que de fuir, et ils eurent la chance de trouver refuge dans une maison éclairée par des lanternes. L'homme à l'intérieur, nommé Johan, leur expliqua que ces morts vivants étaient autrefois les villageois eux-mêmes. Après avoir été attaqués et tués par des démons, ils étaient revenus sous forme de corps possédés par une sombre puissance, attaquant sans cesse les survivants restants. Johan était le seul rescapé, s'étant barricadé chez lui pour survivre. Cependant, lorsque Frey mentionna Elise, la jeune fille qu'ils avaient rencontrée au village de réfugiés, Johan fut profondément ému et confirma qu'Elise était bel et bien sa propre fille. Bien que fou de joie de savoir qu'elle était encore en vie, Johan refusa obstinément de quitter la ville pour la retrouver. Une décision qui laissa tout le monde perplexe et mit Cléo particulièrement en colère. Cette nuit-là, pendant que tous se reposaient, Roy donna plus de détails sur les morts vivants. C'étaient des corps contrôlés par une énergie démoniaque, sans âme ni souvenir, et il n'y avait aucun moyen de les sauver. Cette cruelle vérité brisa le cœur de Frey. Plus tard cette nuit-là, Kessel entendit Johan parler doucement dans le sous-sol.
Curieux, il jeta un œil et fut horrifié de voir un mort-vivant enchaîné au mur. C'était Lisa, la femme et la mère de Johan. Kazel et Roy confrontèrent Johan après avoir découvert cette terrible vérité. Et dans son désespoir, Johan confessa qu'après l'attaque des démons, Lisa était revenue en tant que morte-vivante. Incapable d'accepter sa mort, il l'avait gardée prisonnière, prenant soin d'elle comme si elle pouvait un jour se rétablir complètement. Roy dit sans détour à Johan que Lisa était morte et qu'aucun mort-vivant ne pourrait jamais être guéri. Mais Johan restait aveuglé par le chagrin, insistant sur le fait qu'elle était simplement malade et qu'il ne pouvait pas l'abandonner ainsi. Entendant le tourment de Johan, Kessel se rappela sa propre douleur d'avoir perdu sa mère et cria, tentant de réveiller Johan de son délire. Il lui dit qu'Elise, sa fille bien vivante, avait besoin de lui maintenant et qu'il avait encore une chance de la protéger, contrairement à Kessel qui avait à jamais perdu la sienne. Les mots de Kessel transpercèrent le cœur de Johan, et il commença enfin à réaliser que s'accrocher à un faux espoir le faisait abandonner la seule famille qui lui restait. Johan descendit seul au sous-sol et tenta de rappeler à Lisa leur passé avec l'épingle à cheveux qu'elle portait le jour de leur mariage. Mais le mort-vivant ne répondit qu'avec une fureur aveugle et dénuée de sens. À ce moment-là, Johan fut contraint d'accepter la vérité. La femme devant lui n'était plus la Lisa qu'il aimait. Roy proposa de mettre fin à ses souffrances, mais Johan ne put se résoudre à le faire. Le bruit de leur lutte attira bientôt l'attention de tous les morts-vivants de la ville, qui commencèrent à encercler la maison. Une bataille féroce éclata, et le groupe se battit désespérément pour sa survie. Quand Johan revit Lisa la morte-vivante, son cœur se brisa complètement. Pourtant, son désir de protéger Elise lui donna la force de prendre sa décision finale. Il mit personnellement fin à la vie de Lisa, libérant son âme et se délivrant du poids du passé. Une fois la bataille terminée, Kazel utilisa son pouvoir pour détruire les morts vivants restants, déclarant dans la lueur de la lumière qu'il protégerait tout le monde. Alors que l'aube se levait à nouveau, Elise fut enfin réunie avec son père. Pendant ce temps, dans la capitale d'Orvelia, la réputation du groupe de mercenaires Black Edge grandissait de plus en plus à chaque victoire contre les démons. Le peuple les saluait désormais comme des héros, un contraste frappant avec les regards froids et dédaigneux qu'ils recevaient autrefois. Pourtant, derrière ces éloges, les membres de Black Edge, en particulier Rohit et sa sœur Rapine, n'oubliaient jamais leur haine profonde. Pour eux, tous les citoyens d'Orvelia étaient des ennemis, et ils souhaitaient secrètement que chacun d'entre eux périsse. En revanche, Tam avait ses propres préoccupations. Il se rendit dans une confiserie pour y rencontrer Sheila, la jeune fille qui l'avait aidé à panser ses blessures. Au même moment, après avoir terminé sa mission dans la forêt royale, Rohit rencontra par hasard Klaus, venu le remercier d'avoir sauvé ses deux amis, Kazol et Frey. Cependant, Rohit nia froidement toute connaissance avec eux, agissant comme s'il ne les avait jamais rencontrés auparavant. Pendant ce temps, au château royal, la princesse Scarlet était profondément inquiète de la santé déclinante de son père. Malgré sa maladie, le roi gardait l'esprit clair et exprima ses soupçons quant à la loyauté de Black Edge et leur lien possible avec Lord Morian. Il avertit sa fille de ne pas faire trop confiance aux autres. Un conseil que Scarlet suivit mais qu'elle trouvait toujours difficile, car la menace grandissante des démons pesait lourdement sur ses épaules. Plus tard, lors d'une conversation privée avec sa fidèle suivante Demia, Scarlet révéla sa ferme résolution. Elle prendrait l'épée pour protéger le royaume, tout comme Demia avait juré de devenir son bouclier protecteur. Peu après, Scarlet rencontra Rohit en privé. Elle admit franchement les lacunes de l'administration royale, en particulier l'obsession des nobles pour leurs propres intérêts, négligeant le peuple, et elle exprima sa détermination à changer cette situation. Aussi perspicace qu'elle fut, Scarlet remarqua également qu'elle et Rohit portaient tous deux une armure invisible, chacun dissimulant sa véritable nature, et elle lui demanda quelle était sa véritable raison de se battre. La réponse de Rohit fut vague. Il dit que tuer des démons était la seule chose qu'il pouvait faire, ne faisant qu'épaissir le mystère qui l'entourait. Ailleurs en ville, Tam rencontra de nouveau Sheila. Il lui rendit son mouchoir et l'invita à dîner en signe de gratitude. De cette rencontre, un lien pur et doux commença à éclore entre deux personnes issues de mondes entièrement différents. Cependant, les actions de Tam n'échappèrent pas à l'attention des autres membres de Black Edge. Azul l'interrogea sur sa relation avec une jeune fille d'Orvelia. Et Tam, troublé, avoua tout. Plus tard, Ripin lui parla en privé. Elle expliqua que leur objectif était la vengeance et que le bonheur personnel ne pouvait exister au sein de cette mission. Elle avertit Tam que s'il se mettait un jour en travers du chemin de son frère, elle n'hésiterait pas à le tuer. Bien que ses mots fussent durs, il portait une profonde tristesse, le reflet d'un passé horrible où toute sa famille avait été massacrée par des soldats d'Orvelia.
Ses souvenirs étaient devenus la source de sa résolution inébranlable à soutenir la vengeance de son frère. Plus tard, Tam rencontra de nouveau Sheila et décida de lui révéler la vérité sur son passé, la mort de ses parents et de ses frères et sœurs lors d'un massacre commis par des soldats d'Orvelia, une tragédie qui le laissa à jamais hanté par le jour de sa propre naissance. Il confessa qu'il y avait un mur invisible entre eux qui ne pourrait jamais être franchi, puis partit, laissant Sheila dans un silence stupéfait. Pendant ce temps, lors d'une réunion d'urgence à la cour royale, il fut décidé d'envoyer une armée pour enquêter sur les plaines de Galoa, réputées être le lieu où le Seigneur des Ténèbres serait ressuscité. Raid se porta volontaire pour que Black Edge prenne la tête, une proposition acceptée mais qui cachait une conspiration bien plus grande. Ailleurs, le groupe de Kaysal arriva enfin à la Vallée Rouge, foyer de la tribu Orc, une terre réputée tachée du sang de bataille sans fin, où les cris des morts résonnaient encore à travers les montagnes. Ils atteignirent le mont Agria, appelé la Vallée Rouge, en raison des légendes selon lesquelles son sol avait été teint en cramoisi par d'innombrables guerres. Là, ils espéraient rencontrer le chef Orc, Eotola, qui était réputé posséder l'une des clés de scellement. Mais loin de là, dans un endroit sombre et désolé, le sorcier Malduc, celui qui avait invoqué Angmont 100 ans auparavant, se délectait du chaos aux côtés du démon Asmaria. Il attendait avec impatience un nouveau festin de carnage, une danse macabre qu'il avait préparée pour l'humanité insensée. Alors qu'il se remémorait son passé, il se rappela ses jours en tant que mage au service de la République de Grey, lorsqu'il s'était plongé dans la magie interdite jusqu'à ce que la mort du roi plonge la nation dans un grand péril. Il avait réussi à ressusciter le roi sous la forme d'un mort vivant, une prouesse qu'il considérait à la fois grandiose et divine. Pourtant, au lieu d'être loué, il fut accueilli avec dégoût et mépris par la princesse Jane et le chevalier Théo qui le traitèrent de démon et l'exilèrent du royaume. Cette humiliation planta en lui une haine profonde et brûlante, alimentant son désir de destruction et de vengeance contre le monde entier. De retour avec le groupe de Kazel, alors qu'ils s'aventuraient dans la Vallée Rouge, ils rencontrèrent bientôt un sorcier orc nommé Kala et son apprenti Dale qui luttaient désespérément contre les leurs, des guerriers orcs transformés en morts vivants. Sans hésitation, le groupe de Kessil se précipita à leur aide, et après avoir vaincu les morts vivants, ils furent chaleureusement accueillis par Kala, un sorcier doué du pouvoir de prévoir l'avenir à travers les rêves. Il révéla qu'il avait prédit la venue d'un héros humain qui apporterait l'espoir au monde, et il croyait que ce héros était Kazil. Cependant, leur espoir fut vite assombri lorsque Kala annonça une nouvelle tragique. Le chef orc Eotola était mort, et son successeur, le chef Sieg, nourrissait une haine profonde envers les humains. La raison était qu'un sorcier humain aux cheveux longs était venu dans la vallée, après quoi de nombreux orques avaient mystérieusement disparu et étaient revenus plus tard en tant que morts vivants, attaquant leur propre tribu. À cause de cela, Sieg avait émis un décret interdisant aux humains de poser le pied sur leur terre. Malgré le danger, Kaysal plaida sincèrement pour une audience avec Sieg, et faisant confiance à sa vision prophétique, Kala accepta de le guider à la condition que Kazol y aille seul pour éviter de provoquer des troubles. Pendant que Kazol allait affronter le chef, Frey, Cléo et Roy restèrent en arrière pour attendre. Mais à cause de la farce malicieuse de Cléo qui dessina des graffitis sur une fontaine sacrée, ils furent capturés par d'autres orques. Pendant ce temps, Kazil se retrouva enfin face au chef Sieg, un guerrier orc massif et imposant. Sieg douta de l'affirmation de Kazil d'être l'héritier de l'épée sacrée et exigea une preuve irréfutable. Il défia Kazil en duel. Kala tenta d'intervenir, offrant même sa propre vie pour protéger Kaysal. Mais Kaysal refusa et choisit de se battre. Les deux s'affrontèrent férocement, débattant du sens du sacrifice et du leadership. Kaysal déclara qu'il protégerait tout le monde, même si cela signifiait utiliser son propre corps comme bouclier. Un idéal naïf mais pur qui fit hésiter Sieg un instant. Il admit que Kazil possédait quelque chose de précieux, quelque chose valant plus que la vie elle-même, tout comme les orques. Sieg révéla alors un message laissé par Eotola, selon lequel l'héritier de l'épée sacrée devait se rendre sur la terre sacrée, le lieu de repos de leurs esprits ancestraux, pour y subir une épreuve et en récupérer quelque chose de très important. Ce serait la preuve ultime de sa valeur. Mais à ce moment précis, les amis de Kazil furent amenés comme prisonniers, et Sieg lança un ultimatum. Ils seraient retenus en otage, sans aucune pitié. Si Kazil échouait à l'épreuve sur la terre sacrée et était jugé indigne par les esprits ancestraux, non seulement lui, mais aussi ses amis seraient exécutés. Face à de si terribles circonstances, Kaysal n'eut d'autre choix que de pénétrer dans le mystérieux lieu sacré, un endroit d'où peu de gens revenaient, pour faire ses preuves et sauver ses compagnons. Guidé par le sorcier orc Kala, Kaysol pénétra dans la terre sacrée, un royaume saint et mystérieux que seuls les élus pouvaient fouler et traverser. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément, Kala expliqua que c'était là que les sorciers orcs s'entraînaient pour renforcer leur esprit et leur âme, et qu'à l'hôtel central, Kaysal affronterait son épreuve, un test qui mettrait à l'épreuve le cœur même de son être.
Pendant ce temps, emprisonnés comme otages, Frey, Cléo et Roy restèrent calmes. Ils observèrent que les orques semblaient être un peuple pacifique lorsqu'ils n'étaient pas provoqués, et leurs conversations se tournèrent bientôt vers l'épreuve que Cassel était en train de subir. Roy exprima sa conviction que puisque Cassel était le véritable héritier, l'issue était déjà scellée, bien qu'il ne put s'empêcher de se demander ce qui se passerait si quelqu'un d'autre entrait dans l'épreuve à sa place. Cependant, leur discussion fut brusquement interrompue lorsque les taquineries de Cléo envers les gardes orques causèrent des problèmes, incitant les gardes à les transférer tous les trois vers un autre endroit. À ce moment-là, Cassel avait atteint l'hôtel central où les voix mystérieuses des esprits ancestraux résonnaient, exigeant qu'il leur montre son cœur, qu'il soit fort ou faible, et immédiatement, Cassel fut entraîné dans un monde illusoire, un monde né de son désir le plus profond et le plus cher. Là, il se retrouva à vivre une vie paisible et heureuse aux côtés de sa mère, décédée depuis longtemps. Chaque matin, il se réveillait à sa voix, partageait le petit déjeuner et profitait de jours tranquilles et sereins ensemble. Pourtant, alors que ces jours parfaits et heureux se répétaient encore et encore, un vague sentiment de malaise commença à s'insinuer dans son esprit. Kaizal sentit que quelque chose n'allait pas, quelque chose de subtil mais profondément significatif, et dans un moment de lucidité, il affronta la douloureuse vérité, criant que sa mère était morte. L'illusion se brisa et l'esprit de sa mère, ou plutôt l'incarnation de l'épreuve, apparut devant lui, essayant de le retenir en lui promettant une vie éternelle de bonheur. Un monde sans démons, sans l'épée sacrée, sans fardeau ni douleur, un monde parfait. Mais même avec le cœur brisé, Kaizal refusa fermement. Il savait que ses amis l'attendaient, et que d'innombrables autres souffraient encore à l'extérieur. Il ne pouvait pas égoïstement se perdre dans un doux rêve, c'était impossible. Avec un dernier adieu à sa mère bien-aimée, il brisa complètement l'illusion. Après avoir surmonté l'épreuve, l'esprit du chef Eotola apparut et félicita Kazol d'avoir vaincu sa propre illusion. Une illusion destinée à tester le cœur des mages en leur montrant le monde qu'ils désiraient le plus ardemment. Eotola expliqua que le cœur humain est fragile et facilement tenté par un faux bonheur, et si le cœur de Kazol avait été plus faible, il aurait été piégé là pour toujours. Enfin, l'esprit d'Eotola conféra à Kazol un talisman, la preuve exigée par le chef Sieg. Kazol émergea alors de la Terre Sainte et retrouva joyeusement ses amis. Il présenta le talisman à Sieg et le chef orc tint sa promesse, accomplissant le rituel pour libérer le second sceau de l'épée sacrée. Pourtant, même après que les deux sceaux furent retirés, Cassil ne ressentit aucun changement visible de pouvoir, à la grande déception de Cléo. Sieg expliqua que l'épreuve était conçue pour attaquer la partie la plus faible du cœur, et il conseilla à Casil de se souvenir de ce qui s'était passé pour transformer cette faiblesse en force, et devenir un véritable guerrier, comme le grand roi Kyle d'antan, qui avait toujours combattu en première ligne. Il révéla également que le moment venu, lui et la tribu orque combattraient aux côtés de l'héritier de l'épée sacrée, tout comme ils s'étaient tenus aux côtés du roi Kyle il y a 100 ans. Cependant, leur conversation fut brusquement interrompue par l'arrivée de Maldoc, le sorcier aux cheveux longs, qui avait transformé les orques en morts vivants. Ayant senti le pouvoir de l'épée sacrée, il était venu la réclamer. La bataille éclata instantanément. Maldoc était d'une puissance écrasante, abattant Sieg d'un seul coup. Casil et son groupe chargèrent, mais leur force ne faisait pas le poids face à lui. Au milieu du chaos, Frey fut gravement blessé par l'une des attaques de Malduc. Témoin de cela, une déferlante de puissance furieuse explosa de l'intérieur de Cassel. Il se jeta sur Malduc dans un assaut frénétique et même le sorcier fut choqué par la force brute que Cassel déchaîna. Bien que Cassel réussit à repousser Malduc, il ne put contrôler la puissance qui le traversait et finit par s'effondrer, inconscient. Après avoir soigné les blessures de Cassel, Frey commença à écrire une lettre à Klaus pendant que Cassel restait plongé dans un profond sommeil après la féroce bataille. Sa lettre n'était pas seulement un message d'inquiétude, mais aussi un récit de leur ardu voyage ensemble, un destin qu'elle croyait avoir été prédestiné pour eux tous, et surtout pour Cassel, celui qui était destiné à porter le fardeau de devenir l'héritier de l'épée sacrée. Le flot de souvenirs de Frey commença au moment où ils quittèrent la Tour des Sages, se séparant de Klaus pour se lancer dans une véritable aventure. Leur première destination fut la forêt d'Elidora, un lieu à la fois magnifique et périlleux, où ils cherchaient à rencontrer la grande sage Lorraine de la tribu des elfes. Là, ils furent guidés par une elfe nommée Sélénée, mais sa méfiance envers les humains égara le groupe dans les bois labyrinthiques, où les esprits et les tréants aimaient jouer des tours, faisant perdre leur chemin aux intrus. Pourtant, c'est précisément là qu'une amitié spéciale s'épanouit entre Kazal et un petit tréant adorable nommé Nesha, que Cléo surnomma affectueusement Shibai. L'innocence et la confiance de Nesha firent que Sélénée commença à remettre en question ses propres préjugés contre les humains. Elle commença à remarquer quelque chose de différent chez Kaizol, une sincérité qu'elle n'avait jamais vue auparavant.
Cependant, la tragédie frappa lorsqu'un démon ignoble corrompit un tréant massif et les attaqua. Au milieu du chaos, Shibei fut tué juste sous les yeux de Kessel. La douleur de perdre son petit ami poussa Kessel dans une rage incontrôlable et il lança un assaut furieux contre le démon. Voyant cela, Lorraine, qui avait tout observé, commença à hésiter, se demandant si Kazal était vraiment digne du pouvoir de l'épée sacrée, un pouvoir capable de détruire à la fois le corps et l'âme s'il était mal utilisé. Mais après avoir été témoin du remords de Kazal et de sa détermination à devenir plus fort de la bonne manière, ainsi que de la renaissance de Nesha en nouvelle pousse et surtout de la foi de Séléné en lui, réalisant que Kazal ne cherchait pas le pouvoir de la colère, mais la force de protéger, Lorraine accepta finalement de déceler le premier sceau de l'épée sacrée et révéla le chemin vers leur prochaine destination, Eotola des Orques et Pavel des lointaines montagnes du pays du vent. Les pensées de Frey dérivèrent alors à travers les routes qu'ils avaient parcourues et les personnes qu'ils avaient rencontrées. Elle se souvint de Dame Wolf, une femme qui avait perdu toute sa famille dans un incendie de guerre. Son histoire aida Cléo à comprendre les mots de sa mère, que plus le pouvoir est grand, plus la tristesse est profonde et que sa magie devait être utilisée pour protéger ses amis et non comme un outil de fierté imprudente. Frey se rappela aussi Élise, la jeune orpheline qui avait perdu sa mère lors d'une attaque de démons, dont l'âme avait été si profondément marquée qu'elle ne pouvait plus sourire. C'est grâce à la patience et à la chaleur de Frey qu'Élise retrouva son rire. Et à travers cela, Frey elle-même apprit à faire face à la douleur des autres. La lettre raconta ensuite leur rencontre avec Johan dans une ville envahie par les morts vivants, où le groupe fut contraint d'affronter une cruelle vérité, que les morts vivants n'étaient rien d'autre que des cadavres sans vie contrôlés par des démons, au-delà de tout salut. Avec sa force et sa résolution inébranlable, Kaisal aida Johan à se libérer du souvenir tourmentant de sa défunte épouse afin qu'il puisse vivre pour Élise, sa seule fille restante et bien aimée. Enfin, les souvenirs de Frey revinrent aux événements les plus récents au mont Agria, où ils affrontèrent l'hostilité de la tribu orque causée par les actions de Malduk, mais trouvèrent aussi de l'espoir dans la prophétie du chaman Kala. Frey se rappela comment Kazil avait courageusement affronté l'épreuve du chef Sieg en Terre Sainte, où il combattit l'illusion d'une vie paisible aux côtés de sa mère décédée, et avec une résolution inébranlable, il la surmonta, gagnant la reconnaissance de Sieg, qui décelèrent alors le second saut. Pourtant, leur joie fut de courte durée lorsque Malduk apparut, et dans cette bataille féroce, lorsque Frey fut gravement blessé, Kazol laissa ses émotions le submerger, libérant une puissance incontrôlable avant de s'effondrer. Bien que les orques louassent désormais Kazel comme un véritable héros, le cœur de Frey était lourd de tristesse. Elle se demanda si un héros protège tout le monde, alors qui protégera le héros? Alors que Frey s'enfonçait dans ses pensées, Cléo apparut à ses côtés, joyeuse et optimiste comme toujours, remontant le moral de Frey une fois de plus. Elle dit que c'était précisément parce que Kazol portait un si lourd fardeau qu'il devait rester à ses côtés pour le soutenir, et la foi de Cléo en Kazol, en leurs amis et en l'avenir remplit Frey d'une force renouvelée et d'un grand espoir. Frey réalisa qu'avec ses compagnons, rien ne leur était impossible. Avec une foi et un espoir tout neuf, elle termina sa lettre promettant à Klaus de ne jamais baisser les bras, et qu'ils poursuivraient leur chemin ensemble jusqu'à leur retrouvaille. Nul ne se doutait que, tandis que Kazal dormait encore à point fermé, et que ses amis ranimaient la flamme de l'espoir. Dans la capitale d'Orvelia, les préparatifs d'une vaste expédition vers les plaines de Galua s'organisaient avec une célérité impressionnante. Au cœur de toutes les attentions se tenait nul autre que le groupe de mercenaires Black Edge, qui avait su se défaire de sa réputation de paria pour devenir de véritables héros aux yeux de la population, et plus particulièrement des enfants, qui les recevaient avec une grande ferveur. Un changement que Roy, avec un certain cynisme, avait commenté en disant que cela rendrait leur vin bien meilleur. Mais au fond d'eux, lui et ses camarades n'avaient jamais oublié leur but suprême, s'assurer un statut absolu pour que plus jamais personne ne puisse les regarder de haut. Plus tard, au sein du château royal, le groupe Black Edge fut reçu en audience officielle par la princesse Scarlett, la commandante suprême de tous les chevaliers. La rencontre débuta dans un certain désordre, Azul se montrant irrévérencieux et excessivement désinvolte. Mais Scarlett géra la situation avec une élégance remarquable, conservant son calme et les accueillant avec une grande dignité. Elle déclara alors que parmi les chevaliers, elle n'était pas une princesse, mais bien une commandante, et qu'elle les accompagnerait personnellement lors de cette expédition. Par la suite, Demia exposa les détails précis de la mission. Leur objectif était les ruines de l'ancienne République grise, située sur les plaines de Galua, le lieu exact où le redoutable seigneur des ténèbres Angmund avait fait son apparition un siècle auparavant. Black Edge devait servir d'avant-garde. Néanmoins, l'arrogance manifeste des membres de Black Edge préoccupait grandement Demia et les autres chevaliers, car ils ne montraient aucune réelle intention de coopérer, ne désirant que s'approprier toute la gloire pour eux-mêmes. Afin de dissiper la tension et de prouver sa propre valeur, Scarlett lança un défi. Elle demanda à Azul de se mesurer à elle devant Klaus. Le duel débuta. Au commencement, Azul se montra dédaigneux et retint ses coups, mais Scarlett démontra avec une grande rapidité toute l'étendue de son talent.
Elle esquiva avec une aisance déconcertante ses attaques et contre-attaqua par des coups précis d'une grande décision, le forçant ainsi à adopter une posture défensive. Quand il tenta finalement de frapper avec sérieux, Scarlett brisa son épée de la sienne, achevant le combat d'une manière absolument spectaculaire. Par cette démonstration, elle prouva sa force et gagna le respect de Black Edge, confirmant que c'était là la voie la plus rapide pour obtenir leur confiance. Pendant ce temps, en un autre lieu, Lord Moriam mettait à exécution son propre et sombre stratagème. Il convoqua une assemblée d'autres nobles, parmi lesquels le très timide et craintif Lord Schmidt, afin de leur exposer son plan. Il proposa qu'une fois Black Edge revenu victorieux de l'expédition, Rohit se verrait octroyer le titre de noble d'honneur. La proposition fut aussitôt accueillie par de vives objections, mais Moriam les convainquit habilement grâce à des promesses de richesse et de vastes terres, ainsi qu'à la perspective d'avoir Black Edge comme leur fidèle protecteur attitré. Il révéla même son ambition bien plus grande, s'emparer du pouvoir du Premier ministre pendant l'absence de Scarlett, permettant ainsi à cette alliance de nobles de contrôler le royaume à leur guise. Simultanément, au château royal, le Premier ministre Bael tentait de dissuader la princesse Scarlett de prendre part personnellement à cette expédition. Mais elle refusa catégoriquement. Elle insista sur le fait qu'il ne pouvait absolument pas rester les bras croisés à attendre une chose qu'il ne possédait pas, la Sainte Épée, et qu'il leur incombait de prendre en charge la défense du royaume. Plus tard, au cours d'une conversation avec Klaus, qui devait rester en arrière pour assurer la protection de la capitale, elle entendit parler de Khazal, un jeune chevalier en formation qui avait entrepris sa propre quête pour terrasser des démons. Le récit intrigua fortement Scarlett, et elle exprima le désir de rencontrer ce jeune chevalier un jour. Peu de temps après, la grande expédition débuta officiellement, la foule acclamant avec ferveur le départ glorieux de Black Edge. Et au sein de cette même foule, Sheila observait silencieusement Tam, lui adressant un regard empli d'une profonde inquiétude. Pendant ce temps, Malduc et Maria s'entretenaient également suite à sa rencontre avec Cassil. Malduc avait perçu la puissance de la Sainte Épée, pourtant il ne parvenait pas à comprendre comment un simple humain pouvait la détenir, et il commença alors à douter de la sincérité de Maria. Alors que la nuit tombait et que l'armée entière établissait son campement, Rohit réunit ses hommes, leur rappelant que leur mission se limitait à une simple investigation. Cependant, chacun comprenait bien que c'était là leur occasion unique d'atteindre la gloire, de revenir en héros et de mettre à exécution leur plan pour s'emparer du contrôle du royaume. Pendant ce temps, la princesse Scarlett eut un court entretien avec Ripin. Elle ressentit une certaine affinité entre elles deux, mais Ripin écarta froidement cette idée, affirmant que quelqu'un comme Scarlett ne pourrait jamais, au grand jamais, les comprendre véritablement. Finalement, ils atteignirent les plaines de Galua, une étendue désertique, stérile et sans la moindre trace de vie, où pas même un animal ne pouvait être aperçu. Au début, l'atmosphère se montra étrangement calme, voire même un peu ennuyeuse, et les membres de Black Edge commencèrent à se lancer des plaisanteries. Mais alors qu'ils s'enfoncèrent davantage, un mystérieux cercle magique apparut subitement sous les pieds de Tam, avant même qu'il ne puisse esquisser la moindre réaction. Il fut tué sur le champ. La mort atroce de leurs camarades plongea l'intégralité du groupe Black Edge dans un profond désespoir et une rage folle. Ils hurlèrent, impuissants, persuadés qu'un démon tapi non loin était le seul et unique responsable. Peu de temps après, le démon fit son apparition, nul autre que Maldek en personne. La princesse Scarlett et Demia, qui assurèrent la garde, ressentirent aussitôt un frisson des plus sinistres. Scarlett ne parvenait pas à se défaire du profond malaise laissé par sa brève mais énigmatique conversation avec Ripin, dont les paroles résonnaient encore et toujours dans son esprit. Mais ce silence terrifiant fut soudainement brisé, lorsque Malduc apparut comme surgi de nulle part. Alors que le combat contre le sombre sorcier était sur le point de s'engager, Azul, dévoré par la douleur et la fureur suite à la mort de Tam, chargea en avant pour attaquer. Mais Malduc se contenta de sourire d'un air maléfique. Puis, à la stupéfaction générale, Tam, qu'il pensait mort, se releva brusquement, bloqua l'assaut d'Azul et le tua froidement. Pourtant, il ne s'agissait nullement d'une résurrection miraculeuse. Malduc avait transformé Tam en une simple marionnette mort-vivante, une arme dénuée d'âme et absolument sans pitié, entièrement sous son contrôle. Riant d'une manière cruelle, il ordonna à Tam d'attaquer ses propres camarades, les contraignant ainsi à faire face à un choix des plus insoutenables. En fin de compte, pour libérer Tam de l'emprise de Malduc et protéger tous les autres, Ripin fut contrainte de mettre personnellement un terme à la vie de son ami, une fois de plus. Cette douleur, s'ajoutant à la précédente, enflamma la fureur de Black Edge et une bataille sanglante éclata alors entre eux et Malduc. Cependant, d'un simple mouvement de la main, il anéantit la quasi-totalité du groupe. Ils combattirent avec un désespoir et une imprudence extrême, animés uniquement par un désir ardent de vengeance. Rohit et sa sœur parvinrent à se coordonner juste assez pour le poignarder une fois en plein cœur, mais cela ne fit qu'attiser encore plus sa rage. Meldoc déchaîna alors toute sa puissance, projetant les deux frères et sœurs en arrière. À cet instant précis, Maria fit son apparition. Elle remarqua quelque chose d'étrangement familier concernant le pendentif que Rohit portait autour du cou. Pour empêcher Malduc de tuer les deux jeunes gens, Maria intervint et, juste au moment où l'armée de la princesse arrivait, ils furent contraints de se replier. Pendant ce temps, après presque un demi-mois d'inconscience, Kazel finit par se réveiller. Autour de lui se tenirent ses amis et les orques au cœur généreux qui les avaient recueillis. Frey était resté constamment à son chevet, veillant sur lui, le visage empreint d'une profonde inquiétude, tout comme celui de chacun des autres. Pourtant, la toute première chose à laquelle Kaysol pensa en s'éveillant fut de poursuivre son périple,
car il savait pertinemment que Malduc s'était échappé et que le retour du Seigneur des Ténèbres était désormais imminent. Roy et Cléo tentèrent de le retenir, lui expliquant qu'il avait perdu le contrôle de sa puissance et était tombé dans un état de fureur incontrôlable durant le combat contre Malduc. Cependant, à l'opposé de leur vive inquiétude, Dale loua cette puissance comme un véritable miracle de la déesse Lua, une force capable d'anéantir le mal absolu et la preuve irréfutable que Kaysal était un authentique héros. Cette différence flagrante de perception laissa Kessel encore plus perplexe. Par la suite, au cours d'un entretien privé avec Kala, Kessel exprima sa profonde crainte. Il redoutait que la puissance qu'il avait accidentellement libérée puisse blesser les personnes mêmes qu'il désirait tant protéger. Kala écouta attentivement avant de lui offrir ses sages conseils, du point de vue unique d'un orc. Il expliqua que les orcs accordèrent une grande valeur à la fois à la force physique et à la force d'esprit. Une arme ne pouvait être maniée correctement que si celui qui la tenait possédait un cœur inébranlable. Il pensait que Cassel avait perdu le contrôle car son cœur ne parvenait pas à maîtriser l'immense puissance de la Sainte Épée. Et pour surmonter cette épreuve, Kala conseilla à Cassel de s'accrocher fermement à ses idéaux. Utiliser cette puissance non pas par haine, mais bien pour protéger autrui. Cette nuit-là, ne parvenant pas à trouver le sommeil, Casil et Frey s'entretinrent sous la voûte étoilée. Cassil avoua que bien qu'il ne pût se remémorer les faits avec clarté, il avait le sentiment que la colère et la haine l'avaient entièrement dévoré. Une sensation radicalement différente de la fureur qu'il avait éprouvée en perdant Chibai. Cette fois, il s'était totalement égaré. Il réalisa que la simple quête de la force ne suffisait pas. S'il permettait à son propre cœur de le vaincre, il ne serait jamais capable de manier correctement la Sainte Épée. Ce fut l'encouragement sincère de Frey, sa foi inébranlable en sa résolution, qui permit à Kaysal de retrouver toute sa confiance. Elle lui rappela que c'était sa persévérance et son refus catégorique de jamais abandonner qui lui avaient permis de surmonter absolument toutes les épreuves jusqu'à ce jour. Le lendemain, l'esprit pleinement restauré, le groupe de Kaysal se prépara à reprendre la route une fois de plus. Les orques, dont l'attitude avait radicalement changé, les saluèrent désormais comme de véritables héros. Avant leur départ, Kala révéla secrètement à Frey un aspect inquiétant de son rêve prophétique. Sur le chemin de la guerre, Kaysal allait disparaître. Cependant, il la rassura en lui expliquant qu'un rêve prophétique n'était pas une fatalité immuable, mais plutôt un avertissement, et il était convaincu que Frey, qui demeurait toujours aux côtés de Kaysal, serait la clé essentielle pour modifier ce futur. Poursuivant leur périple vers les sommets enneigés des montagnes de Windland, le groupe de Kazel traversa un petit village où se produisit une rencontre inattendue, mais ô combien fatidique. Une mercenaire féminine, pleine de vie et quelque peu excentrique, nommée Rihanna, apparut soudainement et prit Frey pour une noble dame, Hélène, qu'elle recherchait activement. L'enthousiasme débordant de Rihanna provoqua une certaine confusion, surtout lorsqu'elle commença à imaginer que Roy était celui qui avait abusé Frey, allant même jusqu'à complimenter sa belle prestance. Cependant, le malentendu fut très vite éclairci et Rihanna se présenta comme une mercenaire engagée pour retrouver les habitants disparus du village. Elle proposa ensuite de guider le groupe de Kaysal tout en leur adressant un avertissement capital. Ils ne devaient absolument pas révéler qu'ils étaient originaires d'Orvelia. En arrivant dans le village, ils furent les témoins directs de la profonde hostilité que les villageois, et plus particulièrement les elfes noirs, manifestaient à l'égard d'Orvelia. Ils traitèrent le royaume de tyrans et d'assassins, laissant Frey et les autres avec un sentiment de profond malaise. Rina expliqua qu'au cours du dernier mois, de nombreux villageois, sans aucune distinction de race ou d'âge, avaient mystérieusement disparu, ce qui ne fit qu'accroître la tension déjà palpable au sein du village. Bien que Roy fût d'avis qu'il ne devait pas s'impliquer pour ne pas retarder leur périple, la grande bonté de Frey et l'entêtement de Cléo eurent le dessus, et le groupe décida de rester pour apporter son aide. Pourtant, la tragédie frappa de nouveau lorsque Leiden, un jeune garçon elfe noir très proche de Rihannae, disparut lui aussi. Ne pouvant plus rester inactif, le groupe accompagné de Rihanna et des villageois se divisa pour entreprendre des recherches dans la forêt avoisinante. Au cours de cette quête, Kaysal et Rihanna chutèrent accidentellement dans une fosse d'une grande profondeur. Dans l'obscurité la plus totale du souterrain, ils eurent une conversation des plus profondes et sincères. Lorsque Rihanna apprit que Kaysal était le légitime héritier de la Sainte Épée, elle fut absolument stupéfaite. En entendant Kaysal avouer sa crainte de perdre le contrôle de sa puissance, elle lui offrit alors un conseil à la fois sincère et tout à fait singulier. Elle partagea son propre passé, révélant qu'elle avait jadis été la fille d'une illustre famille noble, contrainte par des attentes et un mariage politique arrangé pour son futur. Mais elle réalisa que l'avenir recelait une multitude de chemins, et elle fit le choix de vivre en toute liberté. Elle conseilla à Kaysal de vivre avant tout pour lui-même, de ne surtout pas laisser le poids écrasant de la responsabilité anéantir son cœur, jusqu'à ce qu'il ne se flétrisse complètement. Elle suggéra même avec une pointe de taquinerie qu'il devrait renoncer à la Sainte Épée, épouser Frey et mener une existence des plus ordinaires. Les paroles de Rihanna, à la fois franches et empreintes de légèreté, touchèrent quelque chose de très profond au sein de Kassol. Cependant, tandis qu'ils continuaient de discuter, ils découvrirent la chaussure de Leiden, et en s'aventurant plus profondément dans la caverne, ils mirent au jour une scène absolument horrifiante. Tous les villageois portés disparus, y compris le jeune Leiden, étaient emprisonnés à l'intérieur de gigantesques cocons faits de soie d'araignée. Un monstrueux démon araignée fit son apparition, et il avait également capturé Cléo. Une bataille d'une férocité inouïe éclata alors. Le démon se révéla d'une force immense et d'une sauvagerie inouïe. Durant l'affrontement, alors que Kaysal subissait une attaque, sa crainte de perdre à nouveau le contrôle
contrôle de sa puissance ressurgit avec violence, le paralysant d'une hésitation profonde. Il redoutait que sa puissance ne puisse blesser ses propres compagnons. Mais à cet instant crucial où la vie et la mort se jouaient, lorsqu'il vit Cléo sur le point d'être dévorée et Rihanna en grand danger, Kaizol parvint à vaincre sa peur. Il réalisa qu'il ne pouvait plus s'enfuir, il devait absolument combattre. Avec une détermination toute nouvelle, il déchaîna l'intégralité de sa puissance pour anéantir le démon et secourut ainsi toutes les personnes présentes. Après le combat, les villageois disparus furent ramenés sains et saufs auprès de leur famille, au milieu d'une joie absolument débordante. Rihanna remercia Castle et reconnut que sa manière de vivre possédait une valeur bien particulière. Alors qu'il s'apprêtait à prendre le départ, elle ne put s'empêcher de taquiner Castle une ultime fois, laissant ainsi derrière elle un souvenir joyeux, léger et absolument inoubliable de leur périple. Bien que de courte durée, cette rencontre enseigna de nombreuses leçons à Castle, qu'il existe bien plus d'une seule manière de vivre, et qu'affronter ses propres peurs constitue le tout premier pas vers l'acquisition d'une plus grande force. Après la sanglante bataille des plaines de Galua, les chevaliers d'Orvelia trouvèrent fort heureusement refuge au sein du village d'Élise. Un court instant de paix au beau milieu de la tempête. La princesse Scarlett et Demia furent chaleureusement accueillies par le maire du village, et elles exprimèrent leur profonde gratitude pour leur avoir offert un abri et permis à Rohit de recevoir les soins nécessaires. Le maire répondit qu'ils étaient ravis de pouvoir apporter leur aide, en partie parce qu'un jeune chevalier originaire d'Orvelia, nommé Castle, avait jadis sauvé leur village. Cette révélation inattendue surprit grandement Scarlett. Elle comprit alors qu'il s'agissait du même ami dont Klaus lui avait parlé. Et elle fut ravie d'apprendre qu'il existait d'autres alliés, combattant vaillamment contre les démons. Pendant ce temps, dans la capitale, la nouvelle de l'anéantissement du groupe Black Edge se propagea à une vitesse fulgurante, semant la panique et une peur profonde au sein de la populace. Les habitants commencèrent à douter de la puissance du royaume, et une atmosphère sombre, lourde et oppressive enveloppa la cité. De retour au village, malgré tous les efforts considérables déployés pour le soigner, Rohit demeurait plongé dans un coma profond, ce qui préoccupait énormément Scarlett et les autres chevaliers, car il savait que lui seul détenait des informations capitales sur la nature exacte du démon qu'ils avaient affronté. Bien que Scarlett fût très désireuse de retourner à Orvelia afin de préparer la guerre, elle prit la décision de rester jusqu'au réveil de Rohit, car elle ne pouvait plus se permettre que quiconque meure en pure perte. Durant son séjour au village, Scarlett trouva un peu de réconfort et de paix en jouant avec les enfants. Elle s'entretint avec Johan, qui lui parla des nombreuses épreuves qu'ils avaient traversées et de l'incroyable résilience dont faisaient preuve les enfants. Ces paroles renforcèrent la résolution de Scarlett, réaffirmant ainsi sa ferme détermination à protéger absolument chacun. Finalement, après de très nombreux jours, Rohit recouvra la conscience, mais ce qui l'attendait n'était point un soulagement, mais bien une vérité d'une brutalité inouïe. Scarlett dut lui annoncer qu'il était le seul et unique survivant. Tous ses camarades, ses amis, ses frères d'armes avaient péri. Le choc absolument accablant le brisa entièrement. Dans une angoisse et un désespoir profond, il s'élança dehors, exigeant de comprendre pourquoi lui seul avait pu survivre. Scarlett le découvrit alors qu'il se noyait littéralement dans son chagrin, et elle tenta de le consoler, mais la douleur et la haine de Rohit explosèrent avec une violence inouïe. Il révéla alors l'entière vérité. Black Edge était un groupe constitué de personnes dont les familles avaient été massacrées par Orvelia, et leur véritable objectif en venant ici n'était pas de coopérer, mais bien de se venger, de renverser ce royaume qui leur avait infligé tant de souffrances et de peine. Cette révélation laissa Scarlett absolument sidérée. Elle réalisa à quel point elle avait été aveugle et ignorante. Elle pensait comprendre ses chevaliers et son peuple, mais en réalité, elle n'avait absolument rien su de la douleur profonde qu'ils portaient en eux. La honte et une culpabilité écrasante la dévorèrent. Elle eut le sentiment d'avoir lamentablement échoué en tant que commandante. Cependant, au lieu de se laisser submerger par le chagrin, Scarlett trouva un certain réconfort auprès d'Élise, la petite fille qui lui offrit un gâteau aux fleurs. Grâce à ce geste d'une simplicité touchante, Scarlett réalisa que la gentillesse et la résilience persistaient, même au cœur des périodes les plus sombres. Pendant ce temps, au sein d'une forêt désolée et lugubre, Rohit s'était enfui, empli de désespoir, cherchant la mort. Mais il fut sauvé par une femme mystérieuse, Maria, la démone qui était déjà apparue à plusieurs reprises devant le groupe de Kaizal. Elle soigna les blessures de Rohit puis lui révéla une vérité absolument bouleversante. Le pendentif qu'il portait appartenait à Ilia, une femme accusée de blasphème envers la déesse Lua un siècle auparavant. Maria prétendit avoir été une amie très proche d'Ilia et expliqua que l'histoire avait été sciemment déformée. Ilia n'avait pas du tout créé la fausse Sainte Épée pour s'opposer à la déesse, mais bien pour sauver son jeune frère, le roi Kyle. Maria montra ensuite à Rohit une nouvelle voie, un moyen d'assouvir sa vengeance en se rendant à la Tour de la Sagesse, là où le laboratoire de recherche d'Ilia et la fausse Sainte Épée se trouvaient encore. Animé par un nouveau sens du devoir et de la vengeance, Rohit décida de suivre la voie que Maria lui avait clairement indiquée. Pendant ce temps, le groupe de Castle, désormais empli d'une grande excitation, se dirigea vers les pics enneigés de la montagne de Windland, là où ils espéraient rencontrer Pavel, le héros légendaire qui détenait la clé ultime pour libérer la Sainte Épée. Cléo était particulièrement enchantée à l'idée de rencontrer un si grand sorcier, et tous attendaient avec une vive impatience l'instant où la Sainte Épée serait entièrement éveillée. Cependant, alors qu'ils traversaient une zone reculée de leur périple, un mort-vivant fit soudainement son apparition. Bien qu'il fût vaincu avec une grande rapidité, sa simple présence provoqua chez Roy un comportement des plus inhabituels. Cette nuit-là, alors que c'était le tour de Roy de monter la garde, Kaizal s'approcha de lui pour s'entretenir, et pour la toute première fois, Roy décida de lui confier son passé.
Il avait jadis été un orphelin, errant sans but dans les rues, jusqu'à ce qu'un jour il soit secouru par un homme nommé Zaid, le chef d'un groupe de mercenaires connu sous le nom de Frugal. Mais à la différence des mercenaires ordinaires qui ne combattaient que pour l'argent, Frugal était un groupe tout à fait singulier. Il venait en aide aux personnes dans le besoin sans jamais attendre la moindre récompense en retour. Zaid recueillit Roy et le traita comme un membre à part entière de sa propre famille. Et Roy en vint peu à peu à considérer Frugal comme son véritable foyer. Il admirait profondément les nobles idéaux de Zaid, cette conviction que les rêves et l'espoir constituaient les ailes capables de nous porter vers un avenir meilleur. Symbolisées par les ailes brodées sur leurs manches, Zaid enseigna même la lecture et l'écriture à des enfants défavorisés, convaincus que le savoir pouvait véritablement transformer leurs existences. Cependant, leurs jours paisibles s'achevèrent lorsqu'ils acceptèrent une mission périlleuse d'Orvelia, enquêter sur les plaines de Galoa, un lieu d'où personne n'était revenu vivant depuis un siècle entier. Pourtant, animé par son idéal de créer un passage sécurisé à travers cette terre mortelle, Zaid accepta la mission, mais la tragédie frappa de plein fouet. Ils firent face à des démons et un à un, les membres de Frugal, y compris Zaid en personne, furent transformés en morts vivants. Roy fut le seul à parvenir à survivre, secouru par un mage qui le conduisit jusqu'à la tour de la sagesse. C'est là qu'il fit la rencontre de Dominix, et sous sa précieuse guidance, Roy entreprit d'étudier les morts vivants, dans l'espoir de découvrir un moyen de sauver ses amis. Mais la cruelle et implacable vérité le laissa profondément découragé. Les morts vivants ne pouvaient absolument pas être sauvés. Ce fut Dominix en personne qui avait demandé à Roy d'accompagner Kazal, à la seule condition que Roy lui apporte son aide durant son périple. Lorsque Roy eut achevé de raconter son histoire, lui et Cassel réalisèrent que le mort-vivant qu'ils avaient croisé précédemment était Pavian, l'un des membres de Frugal. Roy savait que ses autres camarades, y compris l'adjoint du capitaine, pouvaient également errer dans les environs. Le lendemain, Cassel révéla à Cléo et Frey le passé douloureux de Roy, et Cléo suggéra alors qu'il devrait rester et aider Roy à mettre un terme définitif à la souffrance de ses camarades tombés au combat. En utilisant la magie pour produire un bruit assourdissant, ils parvinrent à attirer le mort-vivant Zaid. Une bataille d'une grande férocité éclata, et cette fois, ce fut à Roy de faire face à la douleur insoutenable de combattre l'homme qu'il respectait par-dessus tout, son mentor et son sauveur. Cependant, les souvenirs des nobles idéaux de Zaid, cette conviction d'aller toujours de l'avant, quelles que soient les épreuves, donnèrent à Roy la force nécessaire. En fin de compte, il libéra l'âme de Zaid de ses propres mains. Une fois cette épreuve terminée, Roy exprima sa profonde gratitude envers ses amis. Après avoir dignement enterré les défunts, le groupe reprit son chemin. Après de nombreux jours de voyage, ils se rapprochèrent de l'imposante et impitoyable montagne de neige de Windland, la demeure de Pavel, le sorcier solitaire qui détenait la clé ultime pour libérer la Sainte Épée. Le temps pressait car le soleil nocturne allait bientôt éclipser la lune, annonçant le retour du Seigneur des Ténèbres. Cependant, dès qu'ils entamèrent leur ascension, ils comprirent vite que cette épreuve ne serait pas de tout repos. Une violente tempête de neige s'abattit sans crier gare, rendant toute progression quasiment impossible. Bien qu'épuisé, Cléo tentait toujours de plaisanter pour maintenir le moral de tous, tandis que Frey utilisait secrètement sa magie pour protéger le groupe de la tempête déchaînée, leur permettant ainsi de continuer leur chemin. Lorsque la tempête se calma enfin, ils découvrirent une petite cabane en bois et décidèrent de s'y reposer. Mais à cet instant précis, Frey s'effondra d'épuisement. Cléo comprit aussitôt que Frey avait abusé de sa magie, la vidant complètement de ses forces. Elle expliqua à Kaysol et Roy que c'était uniquement grâce au sacrifice de Frey qu'ils avaient survécu au blizzard. Cela remplit Kaysol d'une profonde culpabilité. Il réalisa qu'alors qu'il était obsédé par l'idée de devenir plus fort, il avait négligé le bien-être et la sécurité de ses compagnons. Il avait égoïstement supposé que tant qu'il allait bien, tout le monde irait bien aussi. Une erreur qui avait poussé Frey à se dépasser, au-delà de ses propres limites. Pendant ce temps, dans le village d'Élise, la princesse Scarlett et ses chevaliers se préparaient à rentrer. Elle avait décidé de se rendre à la tour de la sagesse pour solliciter l'aide de Dominix. En apprenant ses intentions, Rohit résolut également de s'y rendre pour y chercher la fausse Sainte Épée d'Ilia. Ainsi, deux personnes aux objectifs radicalement différents, mais partageant la même destination, entamèrent leur périple respectif. De retour à la cabane de montagne, alors que Kazal était perdu dans ses regrets, il eut une conversation discrète avec Frey. Il lui parla des cauchemars récurrents qu'il faisait, des rêves où une voix mystérieuse l'appelait par son nom. Il pensait que c'était un message de la Sainte Épée, mais il ne parvenait pas à en saisir le sens profond. Frey le réconforta, lui rappelant leurs souvenirs d'enfance et, avec sa douceur et sa chaleur habituelle, l'aida à se libérer de ses inquiétudes. Le lendemain matin, empli de culpabilité et d'une vive inquiétude pour Frey, Kazil laissa une note et décida de continuer seul, ne voulant plus mettre ses amis en danger. Cependant, Roy découvrit rapidement son absence et l'arrêta. Il dit à Kazil sans détour que ses actions n'étaient pas motivées par la protection, mais par l'arrogance, que si Kazol mourait, Frey serait celle qui souffrirait le plus, bien plus que quiconque. Il rappela à Cassol qu'ils n'étaient pas de simples compagnons, mais de véritables amis qui avaient partagé bien trop de choses pour s'abandonner mutuellement. À ce moment-là, Cléo et Frey arrivèrent, et ensemble, ils confrontèrent Kessel.
Frey déclara fermement qu'elle voulait qu'ils terminent tous les 4 ce voyage ensemble. Cette unité et cette amitié sincère firent changer d'avis Kessel. Il réalisa qu'il n'était pas seul, qu'il ne pouvait pas se battre tout seul, et qu'il avait besoin de ses amis à ses côtés. Avec une compréhension plus profonde et des liens plus solides, le groupe poursuivit son périple. Ils découvrirent bientôt une grotte de glace où ils pensaient que Pavel résidait. Cependant, au moment où ils entrèrent, un mur de glace s'éleva soudainement, séparant Casal des autres, et une voix mystérieuse résonna à travers la caverne, peut-être la prochaine épreuve qu'ils devaient affronter. Sans la moindre explication, Pavel lança un assaut féroce sur Casal. Bien que Cassel combattit de toutes ses forces, il ne put égaler la puissance écrasante de l'un des plus grands héros de l'histoire, un pouvoir vraiment immense. Pendant ce temps, de l'autre côté du mur de glace, Frey, Cléo et Roy ne purent que regarder, impuissants. Pourtant, lorsqu'ils réalisèrent que le mur pouvait être brisé, ils unirent leurs forces. Cléo utilisa sa magie de feu pour faire fondre la glace et Roy enchaîna avec sa vitesse pour la briser en 1000 morceaux. Alors que Cassel était sur le point d'être vaincu, Cléo traversa le mur de glace juste à temps et tout le monde se précipita pour l'aider. Soudain, Pavel interrompit son attaque et déclara qu'ils avaient réussi l'épreuve. Le vieux mage expliqua qu'il n'avait jamais eu l'intention de tester la force de Casal, mais plutôt celle de ses compagnons, car il croyait que le successeur de la Sainte Épée ne pouvait libérer sa véritable puissance qu'avec de solides alliés à ses côtés, tout comme le roi Kyle l'avait fait autrefois. Leur unité avait prouvé qu'ils étaient dignes. Une fois l'épreuve terminée, Pavel commença à raconter l'histoire d'il y a 100 ans. Il révéla que c'était lui qui avait protégé la mère de Casal, Arlette, pendant qu'elle dormait dans la grotte durant tout ce temps. Il se remémora sa première rencontre avec le roi Kyle, un jeune homme passionné mais profondément inébranlable qu'il avait maintes fois sollicité pour rejoindre le combat contre les démons. Initialement, Pavel ne désirait rien d'autre qu'une vie paisible, loin des conflits mondains, et il avait refusé catégoriquement. Mais l'idéal du roi Kyle de protéger chacun le toucha progressivement, et finalement il rejoignit sa cause, devenant l'un des plus proches compagnons du jeune roi. Pavel partagea ensuite les dernières paroles du roi Kyle avant sa dernière bataille, que s'il lui arrivait quoi que ce soit, Pavel devrait veiller sur Arlette et leur enfant à naître. Après que le roi Kyle eut disparu avec le Seigneur des Ténèbres, Pavel et les compagnons restants décidèrent de sceller la Sainte Épée, Ea, au sein de l'Arbre Monde afin d'éviter qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains, pour toujours. Pourtant, la tragédie ne s'arrêta pas là. Dominique proposa un plan cruel mais nécessaire. Plonger Arlette et son enfant à naître dans un sommeil magique de 100 ans, dans l'espoir que l'enfant hériterait du pouvoir de la Sainte Épée et vaincrait un jour le Seigneur des Ténèbres à son retour. Arlette accepta le plan, demandant seulement qu'à son réveil, elle revoie tous ses amis et qu'ils aident à guider son enfant. Après avoir entendu toute l'histoire, Kaisal comprit enfin les sacrifices de ses parents, la portée de leurs actions. Il réalisa que son voyage n'était pas seulement un fardeau, mais une continuation de leur volonté. Pavel admit qu'il s'était longtemps demandé si leur choix avait été le bon, mais en voyant la détermination de Casal et ses fidèles compagnons, il trouva sa réponse, une réponse claire et évidente. Puis il avertit que le temps était compté cette nuit même. Lorsque le soleil nocturne rencontrerait la lune, le Seigneur des Ténèbres reviendrait. Il devait atteindre l'Arbre Monde rapidement pour effectuer le décèlement final avant qu'il ne soit trop tard, car seul le pouvoir de la Sainte Épée pourrait vaincre Angmon. Et ainsi, sous la guidance de Pavel, ils partirent aussitôt. Le groupe commença son voyage vers l'Arbre Monde, un lieu sacré protégé par le pouvoir de la déesse Lua et l'un des piliers qui soutenait le monde lui-même, un lieu d'une importance capitale. Ils faisaient la course contre le temps, s'accrochant à la foi et à l'espoir de pouvoir empêcher la catastrophe imminente. Pourtant, au plus profond du cœur de Frey, la prophétie sinistre de Kala, selon laquelle Kaisal disparaîtrait, continuait de résonner, semant en elle une inquiétude inébranlable qu'elle ne pouvait exprimer à personne. En cette nuit fatidique où le soleil nocturne s'aligna avec la lune, le ciel devint d'un rouge cramoisi. Sur les désolées plaines de Galua, Malduc commença son rituel. Une immense faille spatiale s'ouvrit, et de l'intérieur en sortit une figure familière. Le roi Kyle, le héros légendaire qui avait disparu 100 ans auparavant. Cependant, la joie et l'étonnement se transformèrent rapidement en pure terreur lorsque Malduc s'inclina pour accueillir le roi Kyle en tant que seigneur des ténèbres Angmund. Il semblait que durant son siècle d'emprisonnement dans une autre dimension, le roi Kyle avait été corrompu par une puissance obscure et maléfique. Il était revenu, non pas en sauveur, mais en destructeur. Pendant ce temps, ailleurs, la princesse Scarlett et Rohit avaient enfin atteint la tour du sage. Ils furent accueillis par Dominique, le grand sage, qui confirma sa sombre prémonition. Le seigneur des ténèbres était bel et bien de retour. Scarlett supplia Dominique avec ferveur de lui dire comment vaincre Engmund. Au même moment, Rohit, tenant le pendentif d'Ilia dans sa main, exigea de connaître la vérité. Dominique conduisit Rohit à l'ancienne chambre de recherche d'Ilia, où il découvrit son journal intime.
À travers ces pages, une vérité enfouie depuis un siècle fut enfin révélée. Ilia n'avait jamais eu l'intention de créer une fausse sainte épée pour défier la déesse Lua. Son véritable but avait été de fabriquer une armure magique pour protéger son jeune frère, Kyle, du pouvoir obscur d'Angmon, un pouvoir dévastateur. Elle avait pressenti le retour du Seigneur des Ténèbres par l'intermédiaire d'une figure mystérieuse et s'était consacrée à ses recherches, travaillant sans relâche jour et nuit. Le journal révéla également qu'après la disparition du roi Kyle, la lutte de pouvoir qui s'ensuivit mena à la fausse accusation et à la condamnation d'Ilia. Des conspirateurs politiques avaient exploité l'incident pour éradiquer sa famille, déclenchant une purge brutale contre les elfes noirs. Cette vérité anéantit Rohit complètement, le laissant sans voix. Il réalisa que sa haine était mal placée, que la femme qu'il avait méprisée toute sa vie, Ilia, était en fait son ancêtre, une femme tragique qui avait tout sacrifié pour ses proches, pour ceux qu'elle aimait. Submergé par la douleur et le regret, il s'effondra de désespoir. Pourtant, lorsqu'il vit l'armure qu'Ilia avait laissée derrière elle, identique au pendentif qu'il portait, son cœur vacilla. Ailleurs, Dominix révéla à Scarlett toute la vérité concernant Khazal. Qu'il était le fils du roi Kyle et l'unique héritier de la Sainte Épée, et qu'il se dirigeait maintenant vers l'Arbre-Monde pour y effectuer le décèlement final. Après avoir tout entendu, Scarlett invita Rohit à la rejoindre pour retrouver Kessel. Elle pensait que malgré les malentendus passés entre eux, ils partageaient désormais un objectif commun, protéger le monde, et elle avait besoin de sa force. Quant à Rohit, bien que toujours tourmenté par la culpabilité, entendre le nom de Khazal lui rappela des souvenirs de leur brève rencontre, des moments fugaces. Une décision fut prise. Il irait avec Scarlett, non pas pour Orvelia, mais pour trouver sa propre voie, son propre destin. Pendant ce temps, avec l'aide de Pavel, le groupe fut transporté vers un endroit plus proche de sa destination finale. Ils poursuivirent leur voyage avec une urgence plus grande que jamais. Pavel avertit Kazol que le pouvoir de la Sainte Épée attirerait l'attention des démons et qu'il ne devait pas l'utiliser avant d'atteindre l'Arbre-Monde, sous aucun prétexte. Cependant, l'intuition de Frey lui murmurait quelque chose de troublant, et elle ne pouvait se défaire de l'image de la disparition de Khazal, issue du rêve prophétique de Kala. Peu de temps après, le groupe de Khazal arriva à la forêt d'Eladora. Dès que Pavel les téléporta à l'orée de la forêt, le groupe se sépara pour chercher de la nourriture et de l'eau, tandis que Cléo resta en arrière pour parler avec Pavel. Au même moment, Khazal et Frey étaient assis près du ruisseau, se confiant l'un à l'autre, partageant leurs pensées. Khazal admit que même s'il n'avait jamais rencontré son père, il pouvait sentir une connexion se former progressivement entre eux. Il commençait à comprendre les fardeaux et les craintes que le roi Kyle avait autrefois portés, et cela ne faisait qu'accroître son admiration et son respect pour son père, renforçant ainsi sa détermination, sa volonté. Cependant, juste au moment où il revenait, une horde de démons attaqua soudainement. Un affrontement féroce et inattendu éclata, prenant tout le monde par surprise. Bien que Pavel eût averti Khazal de ne pas utiliser le pouvoir de la Sainte Épée pour éviter d'être détecté dans le chaos, Khazal déchaîna instinctivement une partie de sa force pour protéger Frey, une erreur fatale qui attira immédiatement l'attention de Maldok, qui les observait secrètement depuis le début. Maldok apparut alors avec un roi démon à ses côtés. Après un bref échange de mots, les deux camps s'engagèrent dans la bataille. Cette fois, après leur long voyage, les 4 jeunes guerriers n'étaient plus faibles, ils étaient devenus plus forts. Ils combattirent en parfaite coordination, acculant Maldok dans un coin. Même lui peinait à suivre le rythme. Mais alors, le roi démon déchaîna une frappe dévastatrice, et dans un ultime acte de sacrifice pour protéger les autres, Pavel encaissa de plein fouet la totalité du coup. Une explosion massive éclata, projetant les 5 d'entre eux dans un profond abîme. Heureusement, Maria utilisa rapidement son pouvoir pour protéger tout le monde et assurer leur sécurité avant de disparaître comme une ombre. À cet instant précis, Lorraine apparut. Elle avait senti le danger et était arrivée juste à temps pour aider. Utilisant sa magie, elle créa une voie d'évasion et téléporta tout le monde en sécurité au plus profond de la forêt d'Eladora. Là, ils retrouvèrent Tsalini, qui combattait aux côtés des esprits de la forêt pour repousser les démons apparaissant à travers le pays. Pour sauver Pavel, qui était mourant, Lorraine n'hésita pas à utiliser la goutte de lumière, l'énergie vitale la plus précieuse de toute la forêt, tout en priant pour un miracle, un espoir infime. Alors qu'ils attendaient, plongés dans la confusion et la peur, Maria apparut une fois de plus, répétant son avertissement énigmatique, la Sainte Épée était la malédiction de Lua. Cette fois, Lorraine confirma l'identité de Maria sans l'ombre d'un doute. Elle avait autrefois été une sainte, l'une des plus chères compagnes du roi Kyle, mais elle était depuis tombée et était devenue un démon. Lorraine supplia Maria de faire demi-tour, d'abandonner sa voie sombre, son chemin de ténèbres. Mais Maria ne fit qu'un sourire amer. Elle dit que la vérité était d'une cruauté inimaginable, que le roi Kyle ne pouvait être sauvé, et que s'ils étaient vraiment prêts à affronter un désespoir total, à ressentir la même haine envers la déesse Lua qu'elle avait ressentie autrefois, alors elle leur dirait tout, sans rien cacher, la vérité enfouie depuis 100 ans. Dans le silence de la forêt, avec pour seul bruit celui des gouttes de pluie tombant, Maria commença à raconter son récit tragique, une histoire d'amour, de sacrifice et de trahison par la déesse même qu'elle avait servie toute sa vie, avec dévotion.
Ses souvenirs la ramenèrent aux jours lumineux de sa jeunesse, quand elle et le roi Kyle étaient amis d'enfance. Elle parla d'un jeune prince passionné qui s'échappait souvent du palais pour apprendre la vie de son peuple, croyant qu'un vrai roi devait comprendre à la fois leurs souffrances et leurs joies, leurs peines et leur bonheur. C'est dans une petite boulangerie de la ville que le roi Kyle fit sa rencontre fatidique avec Arlette, la mère de Khazal, une jeune fille courageuse, intelligente et au cœur pur. Leur amour s'épanouit alors naturellement et purement, sans artifice. Pourtant, ce bonheur fut de courte durée. Leur relation fit face à une opposition féroce du roi et des nobles qui croyaient qu'Arlette entraverait le mariage politique arrangé, prévu pour le futur héritier, un mariage d'État. Finalement, Arlette fut contrainte de disparaître de la vie du roi Kyle, le laissant avec une blessure non cicatrisée dans son cœur. Peu de temps après, la tragédie frappa de nouveau lorsque les démons commencèrent à envahir et à ravager le monde entier. Ayant accédé au trône, le roi Kyle portait la lourde responsabilité de protéger le royaume. Lors d'une tournée d'inspection, il retrouva Arlette de manière inattendue dans un camp de réfugiés, et sa joie déborda lorsqu'il apprit qu'elle portait son enfant, un fils qu'il nommerait Khazal, son propre héritier. L'enfant à naître devint la source de la force du roi Kyle et de sa détermination inébranlable à protéger le monde. Et comme pour répondre à sa prière, la déesse de la lumière, Lua apparut devant lui et lui conféra la sainte épée, Ea, accompagnée d'une prophétie annonçant le retour du Seigneur des Ténèbres, un événement inévitable. Pourtant, l'histoire de Maria ne s'arrêta pas là. Elle continua en racontant la bataille finale sur les plaines de Galoa, un affrontement bien différent de ce que l'histoire avait enregistré, de ce que l'on racontait. Elle parla du moment où le roi Kyle, tenant la sainte épée en main, pénétra seul dans la barrière obscure pour affronter Angmon, et du sacrifice héroïque d'Ilia, sa sœur, qui avait tenté de lui apporter l'armure enchantée qu'elle avait fabriquée pour le protéger, mais qui ne l'atteignit jamais, hélas. Puis vint le moment le plus horrible. Maria avait vu de ses propres yeux l'homme qu'elle aimait plus que sa propre vie, le roi Kyle, échouer à détruire Angmund. Au lieu de cela, il fut consumé par le pouvoir obscur lui-même. Son âme et son corps furent envahis, le transformant en le nouveau réceptacle du Seigneur des Ténèbres, une vision terrifiante. Juste après cela, la sainte épée Ea perdit sa lumière, et le roi Kyle fut englouti dans une faille spatiale, disparaissant à jamais, laissant Maria dans un choc et un désespoir absolu. Elle tomba à genoux et pria désespérément, suppliant la déesse Lua, la divinité à laquelle elle avait consacré toute sa vie, de lui rendre le roi Kyle son amour perdu. Mais ces supplications ne rencontrèrent qu'un silence terrifiant, aucune réponse, aucun espoir, aucune miséricorde divine. Et ce fut dans ce moment de désespoir total, où elle se sentit trahie par sa propre foi, que la déesse des ténèbres, Li, apparut et lui offrit une nouvelle voie, un nouvel espoir, bien que cela exigeât le prix de sa propre âme, un sacrifice immense. Le récit de Maria se termina avec la pluie tombant doucement à travers la forêt, laissant derrière elle un silence pesant et un profond sentiment d'effroi dans le cœur de chacun. Il devait maintenant faire face à la cruelle vérité, qu'Esul devait affronter et combattre son propre père, une réalité déchirante. Pourtant, au milieu du désespoir, ce fut Kézul qui se leva. Bien que son cœur fût brisé, il déclara qu'il n'abandonnerait pas. Il récupérerait la sainte épée et sauverait son père du contrôle d'Angmon coûte que coûte. Cette résolution inébranlable, soutenue par ses compagnons, ralluma une faible lueur d'espoir. À ce moment précis, une bonne nouvelle arriva. Pavel avait repris connaissance. Bien que toujours gravement affaibli, il utilisa le reste de ses forces pour accomplir le rituel et achever le décèlement final de la sainte épée Iya. Maintenant que la sainte épée était entièrement restaurée, et avec Selene rejoignant leur rang, le groupe repartit une fois de plus vers l'Arbre-Monde, non seulement pour affronter le Seigneur des Ténèbres, mais aussi pour sauver l'âme du roi Kale, son essence même. Pendant ce temps, la princesse Scarlett s'assit pour écrire une lettre à son fidèle ministre, le chancelier Bael, un homme de confiance. Dans celle-ci, elle méditait sur la chaîne d'événements tragiques qui s'étaient déroulés depuis l'anéantissement impitoyable des mercenaires de la Lame Noire sur les plaines de Galoa jusqu'à l'angoisse insupportable de Rohit lorsqu'il découvrit que sa vie et celle de ses camarades avaient été bâties sur une haine mal placée, qu'Ilia, la femme qu'ils avaient tant méprisée, était en réalité leur ancêtre, une vérité amère. Une femme pitoyable qui avait tout sacrifié pour ses proches. Cette cruelle révélation, associée à l'amère confession de Riead sur l'oppression et les souffrances que les elfes noirs avaient endurées aux mains d'Orvelia, força Scarlett à confronter son propre royaume, à regarder la vérité en face. Elle réalisa qu'elle avait été aveugle à l'injustice et à la douleur qui rongèrent la nation même qu'elle avait juré de protéger. La honte et le remords l'accablèrent, la poussant à opérer un changement profond. La lettre de Scarlett révéla sa décision cruciale de mettre de côté ses rancunes personnelles et de rejoindre Rohit pour se rendre à la Tour des Sages afin de solliciter l'aide de Dominique. C'est là qu'elle apprit une vérité encore plus choquante. La sainte épée Iya existait toujours, scellée au sein de l'Arbre-Monde, et surtout, son unique héritier était Khazal, un chevalier en formation autrefois mentionné par Klaus, celui qui portait la lignée du roi Kyle, le sang royal. Par conséquent, avec un espoir renouvelé et un nouveau but, Scarlett décida de se diriger vers l'Arbre-Monde pour aider Khazal, croyant que c'était la seule voie qui pourrait vaincre le Seigneur des Ténèbres et apporter une paix véritable à Orvelia, une paix durable.
Pendant ce temps, ailleurs, après une longue nuit, alors que le groupe se reposait en préparation de son ultime voyage vers l'Arbre-Monde, Cléo, Frey et Sulini partagèrent une conversation discrète. Elles se remémorèrent leurs aventures passées, renforçant ainsi leurs liens et leur confiance mutuelle, leur amitié. Frey et Cléo racontèrent les épreuves qu'elles avaient affrontées, depuis la navigation dans la forêt labyrinthe jusqu'au combat contre les morts vivants du mont Obria et leur rencontre avec Rion. Bien que ces récits fussent remplis de difficultés, ils ne faisaient que souligner à quel point Kazal avait mûri et grandi. Seleni admit que Kazal était devenu bien plus fiable que lors de leur première rencontre et exprima sa conviction que le pouvoir de l'amitié et le soutien indéfectible de ses compagnons avaient forgé en lui un cœur plus fort, un cœur digne d'hériter de la Sainte Épée, un destin glorieux. Pourtant, au milieu des récits joyeux, un sentiment de malaise persistait dans le cœur de Frey. La vision obsédante de la disparition de Keisal, issue du rêve de Kala la prophétesse, continuait de la tourmenter sans relâche. Bien que Seleni tenta de la rassurer en lui disant que l'hésitation au combat était le seul véritable danger, Frey ne pouvait se défaire de son anxiété. Elle jura silencieusement de faire tout ce qui était en son pouvoir pour protéger Kazal, quel qu'en soit le prix, quoi qu'il arrive. Au même moment, Klaus et Demia, ayant reçu les derniers rapports, partirent rapidement eux aussi. Ils comprirent que ce n'était plus une simple bataille, mais un combat pour l'humanité tout entière, pour son avenir. En chemin, Klaus expliqua à Demia les raisons pour lesquelles il avait gardé secrète la lignée de Kazal. Il avait voulu respecter le souhait de Kazal de découvrir la vérité par lui-même et de choisir sa propre voie, son propre destin, en toute liberté. Demia, à son tour, partagea sa propre conviction de devenir le bouclier de la princesse et de la protéger jusqu'à son dernier souffle. Bien que brèves, leurs conversations approfondirent leur résolution mutuelle et leur unité, leur force commune. Pendant ce temps, de retour au camp, alors que le groupe de Keisal se reposait avant son ultime voyage vers l'Arbre-Monde, Keisal et Frey eurent une conversation des plus sincères. Bien que Frey portait toujours le lourd fardeau de la prophétie de Kala, entendre Keisal réaffirmer que c'était la force de l'amitié qui l'avait aidé à grandir et à forger un cœur plus fort, ravivait en elle une confiance nouvelle et profonde. Elle se promit silencieusement une fois de plus qu'elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour protéger Kazil et changer le destin cruel annoncé par la prophétie. Au même moment, au pied du majestueux et sacré Arbre-Monde, Rohit et Scarlet étaient arrivés les premiers, prêts à l'action. Brûlant de rage envers Malduc, Rohit n'hésita pas un instant à dégainer l'épée sacrée Ea de son sceau, convaincu que sa puissance l'aiderait à assouvir sa vengeance. Mais à l'instant même où il libéra l'épée, une vague d'énergie sombre surgit de nulle part, et à ce moment précis, Malduc fit son apparition. Se moquant de la folie de Rahid, il révéla que tout cela n'était qu'un piège, déclarant que l'épée sacrée n'était pas une arme que n'importe qui pouvait manier. La bataille éclata immédiatement. Bien que Scarlet se précipita pour l'aider, tous deux furent rapidement submergés par la sombre sorcellerie de Malduc. Pourtant, animé par le feu de la vengeance et galvanisé par l'épée fraîchement dégainée, Rohit engagea Malduc dans un duel féroce et équilibré. Il ne se battait pas pour la gloire, mais pour venger ses camarades tombés au combat, un objectif bien plus noble. Finalement, d'un coup décisif et avec le soutien opportun de la princesse, Rohit déchaîna une attaque puissante, alimentée par toute sa fureur, décapitant Malduc et mettant ainsi fin à la vie de ce sorcier maléfique et cruel. Cependant, leur victoire fut de courte durée, car le véritable ennemi ne tarda pas à se révéler. Le seigneur des ténèbres Angmon apparut pour récupérer l'épée sacrée. Il vainquit sans effort Rohit et Scarlet, les laissant impuissants. Et alors qu'ils s'apprêtaient à porter le coup fatal, le salut arriva une fois de plus. Klaus et Demia apparurent juste à temps pour intercepter l'attaque d'Angmon. Et peu après, le reste du groupe arriva également, prêt à en découdre. Une confrontation fatidique, une bataille inévitable entre père et fils était sur le point de commencer au pied du sacré Arbre-Monde, le lieu même qui allait décider du destin du monde entier. Le combat débuta avec Keisol face au roi Kyle, désormais entièrement consumé par le pouvoir des ténèbres, incapable de reconnaître son propre fils, son sang. Brandissant l'épée sacrée Iya, il attaqua sans pitié, sans la moindre retenue. Keisol riposta en criant le nom de son père, tentant désespérément de lui rappeler les souvenirs de sa mère. Mais tout ce qu'il reçut en retour fut le vide et des coups d'une violence toujours plus accrue. Dans ce moment désespéré, tous se précipitèrent sans hésitation pour combattre ensemble, coordonnant leurs attaques afin de créer une ouverture et de s'emparer de l'épée sacrée. Ils croyaient fermement que s'ils pouvaient la récupérer, ils seraient peut-être en mesure de renverser le cours de la bataille. Cependant, lorsque Keisal réussit enfin à reprendre l'épée sacrée, le roi Kyle ne s'affaiblit pas. Au contraire, il devint même plus puissant, plus menaçant. Il semblait que l'épée sacrée avait en fait supprimé une partie du pouvoir obscur d'Angmon, et une fois retirée, cette puissance fut entièrement libérée sans entrave. Angmon, désormais entièrement libéré et débordant d'une terrifiante énergie sombre, maîtrisa sans effort tous les combattants. Il conjura une tempête de ténèbres qui les frappa un par un, les terrassant. Klaus fut projeté très loin, impuissant. Demia et Scarlet ne purent résister à ses assauts. Rohit fut rapidement submergé. Même Cléo et Salini ne purent rien faire face à une telle force écrasante et dévastatrice. Quand tous furent tombés, seul Keisal resta toujours debout, luttant désespérément contre son père, le cœur lourd.
Des explosions éclataient à chaque fois que leurs coups s'entrechoquaient avec violence. À ce moment précis, Maria apparut pour prêter main forte, et alors que le Seigneur des Ténèbres était momentanément retenu, Kessel lui enfonça son épée droit dans le corps. Mais au lieu d'être détruit, le même phénomène qui avait jadis submergé le roi Kyle se reproduisit. Les ténèbres commencèrent à consumer le corps de Kessel. Frey tenta de le sauver, mais fut assommée, rendue inconsciente par la puissance de l'impact. Face au même destin que son père, sur le point d'être dévoré par les ténèbres, Kazol atteignit le bord du désespoir le plus profond. Pourtant, à cet instant précis, les voix de ses compagnons, Klaus, Cléo, Roy et Cellini, résonnèrent dans son esprit, lui rappelant qu'il n'était pas seul, qu'il serait toujours à ses côtés, quoi qu'il arrive. Cette conviction, cette amitié sincère, ravivèrent la force intérieure de Kazel. Il réalisa qu'il ne se battait pas par haine, mais pour protéger ceux qu'il aimait, pour assurer un avenir plus lumineux et plein d'espoir. À ce moment-là, la dernière relique d'Ilia s'activa, enveloppant Kazol d'une armure de lumière éclatante et protectrice. Rassemblant toute la puissance de l'épée sacrée, toute la foi de ses amis et tout l'amour qu'il portait à son père, Kazol déchaîna un ultime coup d'une force inouïe. La lumière de l'épée sacrée et les ténèbres d'Angmon entrèrent en collision, créant une explosion cataclysmique qui transperça les couches d'obscurité et atteignit l'âme du roi Kyle, le touchant au plus profond. Dans cet instant fugace, le roi Kyle retrouva sa conscience. Il reconnut son fils et lui sourit, un sourire empreint de tendresse. Par un ultime acte de noble sacrifice, il utilisa le reste de ses forces pour sceller Angmon, choisissant de périr aux côtés de son ennemi afin de protéger le monde et l'avenir de son fils bien-aimé. Dans ces derniers instants, le roi Kyle expliqua qu'il avait volontairement renoncé au pouvoir de l'épée sacrée pour la maintenir hors des mains d'Angmon et que la déesse Lua, répondant à son vœu le plus cher, avait choisi Kazil comme son digne successeur, le désignant ainsi. Ce n'était pas une trahison, c'était un sacrifice ultime. Avec un dernier mot d'amour pour son fils et des excuses sincères à Maria, le roi Kyle s'évanouit dans le néant, laissant derrière lui une douleur immense et un chagrin sans borne, mais aussi une lueur d'espoir pour un avenir nouveau et meilleur. Après la bataille, le monde retrouva lentement la paix. Les démons s'affaiblirent considérablement et une nouvelle ère commença à s'installer. Scarlet retourna à Orvelia, apportant non seulement la nouvelle de la victoire, mais aussi la vérité sur Ilia, une révélation importante. Grâce à cela, la relation entre les humains et les elfes noirs commença à se rétablir, à se réparer. Ayant trouvé la paix en lui-même, Rohit décida de voyager à travers le pays, pensant les blessures du passé une par une. Quant à Kazol, après avoir été adoubé chevalier, il entreprit un nouveau voyage avec Frey, Cléo et Roy. Non pas un voyage de bataille et de combat, mais un voyage de découverte pour protéger les sourires des autres et pour vivre une vie digne du sacrifice de son père, une vie pleine de sens. Et ainsi, l'anime touche à sa fin. Au revoir à tous.